Première chose, donc, c'est remercier Laurence Cialhomme et Baptiste Bridonneau de leur participation à l'exercice. Donc, Laurence est professeure à l'université Paris 10 Nanterre. Voilà, mais peut-être qu'il faut compléter. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais compris Paris-Nice, excuse-moi. Et Baptiste Bridonneau donc, est doctorant dans cette même université sous la direction de Laurence. Et ils ont publié ensemble récemment une note que je vous avais transmise sur l'impact de la crise sanitaire en termes financiers et économiques, et sur un certain nombre de propositions de sortie de crise, notamment en insistant sur les questions monétaires et bancaires. Alors, on a fait comme la dernière fois, c'est-à-dire organiser la discussion autour d'abord de 4 questions qu'on va vous poser, et puis ensuite, donc ceux qui le souhaitent pourront poser leurs propres questions, donc dans un deuxième temps. Donc, première question, c'est la suivante, c'est l'analyse que vous faites des conséquences économiques et financières de la crise sanitaire. Donc, quels en sont les principaux mécanismes, les principaux ressorts de cette crise et son ampleur. On parle beaucoup d'une crise analogue à celle de la crise des années 20. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est de la même nature? Voilà, quels sont ces mécanismes? Donc ça, c'est première question, en essayant donc encore une fois d'être aussi simple que possible. On n'est pas des économistes, et donc voilà, dans des termes aussi simples et pédagogiques que possible. Est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse de la situation? Alors, qui en premier? Laurence, Ok. à toi, priorité. Ok. Donc moi je pense que les impacts vont être massifs. Donc les impacts vont être massifs et d'autres, enfin massifs déjà parce que c'est une crise qui vient de l'économie réelle et qu'on met à l'arrêt ou comment dire au ralenti volontairement les économies. Donc il va y avoir de l'inactivité à un choc massif, de perte de croissance, enfin de récession, une récession majeure. Mais je pense que ça va être d'autant plus grave qu'on part d'une situation de très fort endettement en fait. Et on avait déjà eu plusieurs, plusieurs alertes en fait du Haut Conseil de stabilité financière, donc l'organe qui s'occupe de la stabilité financière globale, et qui avait mis en garde contre trop d'endettement des entreprises en France, trop d'endettement des ménages. Donc la dernière alerte de septembre 2019 signalait que en France on avait un endettement de l'ordre de 73,5% des entreprises et de 60% du PIB, pour les ménages, ce qui fait un endettement global de plus de près de 134% du secteur non financier, ménage plus entreprise. Et alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, cette crise, elle va conduire à encore plus d'endettement en fait. Du fait des mesures qui sont prises par le gouvernement et qui sont des mesures de garantie de prêts, etc. Donc les entreprises vont avoir besoin notamment de prêts de trésorerie, et donc le problème c'est que quand on a beaucoup de dettes et peu de ressources propres, eh bien on encaisse beaucoup moins bien les chocs. Et donc je pense que ça va être une entrave, notamment au rebond, cette situation d'endettement de départ. Donc voilà une première approche. Baptiste Bridonneau, vous voulez compléter? Je vais dans le même sens que Laurence en disant que l'État a raison de dépenser aujourd'hui pour garantir un chômage partiel aux travailleurs qui peuvent pas travailler, d'annuler des charges aux entreprises pour pas que celles-ci fassent faillite. Mais l'État va connaître une baisse de ses recettes, étant donné la baisse de l'activité. Bon,
il a raison de faire ça. Ça c'est une garantie pour préserver les capacités de production à l'avenir. Le seul problème, c'est qu'en attendant, on va s'endetter davantage avec, comme le disait Laurence, des niveaux de dette qui étaient déjà excessivement élevés avant cette crise et qui à la fois ne permettront pas longtemps de lutter si la crise venait à être beaucoup plus longue que prévu. Et puis ça empêchera de relancer, disons, l'investissement public à l'avenir, qui est d'autant plus nécessaire qu'on sait que la politique monétaire a des difficultés elle-même à relancer la dépense privée. Donc la dépense publique est nécessaire. Et on sait davantage qu'on a besoin aujourd'hui d'investissements dans certains services publics. Donc la situation dans les hôpitaux l'illustre et dans la transition écologique. Donc en fait, le niveau d'endettement qui était déjà excessif et qui va devenir encore plus élevé va obérer tout un nombre d'investissements qui sont absolument nécessaires pour l'avenir. Et en fait, comment dire, certains pensent qu'on va avoir un effet de rebond, c'est-à-dire de récupération de la perte qui va être liée à cette période de confinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, durant cette période, on dépense tous beaucoup moins qu'en général. Hein. On sort pas, on va pas au restaurant, on va pas, il y a tout un tas de choses qu'on ne fait pas. On va pas en vacances. Enfin bon, voilà. Et donc, c'est une espèce d'épargne forcée durant cette période. Tout un tas d'acteurs font d'une épargne forcée, pas une épargne qu'ils désiraient nécessairement, mais une épargne forcée. Et donc, l'idée d'un certain nombre d'économistes, c'est que quand on va déconfiner, on va avoir une espèce de vague de consommation beaucoup plus importante qu'à la normale qui va soutenir et faire repartir l'économie. Alors déjà, il y a tout un tas de secteurs dans lesquels on rattrape pas. Hein. Je veux dire, c'est pas quand on va déconfiner, on va pas aller 2 fois plus à l'hôtel, 2 fois plus chez le coiffeur, voilà, que sinon. Et puis en plus de ça, je pense que cette crise qui crée vraiment une incertitude considérable sur l'emploi de tout un tas de personnes, pour les travailleurs indépendants, etc., risque au contraire de susciter une épargne de précaution, quoi. Et donc moi, je ne crois pas trop en fait à une reprise très très forte post-confinement. C'est à espérer peut-être, mais je n'y crois que moyennement en fait. Ok, merci beaucoup. Alors, deuxième question. Moi, je voulais que vous insistiez, vous avez commencé un peu, notamment en abordant la question du poids des dettes, des dettes et des dettes, parce que d'habitude, quand on dit le poids de la dette, c'est la dette publique auquel tout le monde pense, mais là, vous insistez à juste titre sur les dettes privées, ménages et entreprises. Mais de manière plus générale, je voulais que vous reveniez un petit moment sur les instabilités dans les marchés, enfin dans le secteur bancaire, que ça peut générer, parce qu'il y avait déjà avant la crise un certain nombre de gros points d'interrogation sur le secteur bancaire et sur le secteur financier. Là, il est clair qu'avec un choc aussi puissant et des risques de faillite, cette instabilité est encore plus lourde. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce point-là, enfin, sur ces points-là? Alors, je veux bien commencer. Donc, sur les risques financiers et bancaires, alors, dans un premier temps, je pense que les risques ne vont pas apparaître immédiatement parce que la BCE fait ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, les banques sont sous perfusion là. Donc, ça fait un moment qu'elles sont sous perfusion. Les banques sont sous perfusion, c'est-à-dire qu'en fait, le plan qui a été annoncé par la BCE, plus le TLTRO, c'est-à-dire le fait qu'elle offre des refinancements. Non, ça c'est pas possible. Désolée. Donc elle fait plusieurs choses. Elle rachète des actifs qu'ont les banques et en contrepartie elle leur donne des liquidités. Donc voilà. Et donc la banque centrale elle fait ça. Donc les banques ne vont pas avoir de problème de liquidité. Et en plus de ça, elle a annoncé également une autre manière d'aider les banques qui va également aider les entreprises, c'est que elle leur offrira de la liquidité aux banques, la BCE, au prorata en contrepartie des prêts que la BCE offre aux PME. Donc ça veut dire que globalement, en termes de liquidité, c'est-à-dire d'accès à la liquidité, il n'y aura pas de problème.
Le problème, et puis l'autre chose, c'est que comme l'État garantit les prêts aux entreprises dans cette période, dans cette période-là du confinement, enfin dans la période chaude de la crise, normalement, les banques ne vont pas non plus faire de pertes sur ces prêts particuliers, puisqu'ils sont garantis par l'État. Donc a priori, on se dit bon, ça va quoi, puisque alors ça, je pense que c'est vraiment courte vue, parce que alors c'est vrai que les prêts qui vont être contractés pendant cette période sont garantis, donc a priori les banques n'auront pas absorbé des pertes dessus. Mais il y a tous les prêts immobiliers et les ménages sont très entêtés pour les prêts immobiliers. On peut penser que une des conséquences de cette crise, ça va être un krach immobilier, c'est-à-dire une forte baisse des prix de l'immobilier. Ça veut dire que les garanties de ces prêts, qui sont les maisons qui ont été achetées avec ces prêts, les garanties baissent et donc on risque d'avoir des augmentations de prêts qui vont pas être remboursés, avec des garanties à ces prêts qui elles-mêmes auront baissé. Il va y avoir des tas de gens qui vont se trouver au chômage et qui ne pourront pas rembourser d'autres prêts qui peuvent être des prêts à la consommation ou bon voilà. Et puis il y a le fait que les entreprises étaient déjà très endettées avant la crise. L'État y garantit les prêts de trésorerie là qu'elles contractent, mais ces entreprises qui vont se trouver en difficulté, à un moment, elles risquent d'avoir du mal à rembourser leurs banques. Et donc, très probablement, dans une seconde phase, on va avoir une montée des créances douteuses, c'est-à-dire des prêts qui ne sont pas remboursés ou dont on demande un réaménagement, etc. Et ça, les pertes non anticipées dans le système bancaire, c'est quoi qui les absorbe? C'est le capital des banques. Le capital, c'est une partie du passif qui absorbe les pertes non anticipées. C'est pour ça que c'est important le capital des banques et c'est pour ça que après la crise, on les a obligés à constituer davantage de capital. Le problème, c'est est-ce que ce coussin est suffisant? Est-ce que ce coussin absorbeur de pertes non anticipées est suffisant? Personnellement, je pense qu'il ne l'est pas, parce que en fait, on a les banques semblent très bien capitalisées au regard de des métriques, des instruments de mesure qu'on utilise. C'est-à-dire, ce qu'on regarde, c'est le capital qu'elles ont sur le dénominateur, c'est un dénominateur qu'elles calculent elles-mêmes. C'est l'actif pondéré par les risques. Quand on voit les risques aujourd'hui et les risques tels qu'ils étaient quand elles ont calculé leur actif pondéré par les risques, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire que elles vont avoir nécessairement, elles vont être beaucoup moins capitalisées que ce qu'on croyait qu'elles l'étaient en réalité. Et donc, pour l'instant, par exemple, en l'état actuel des choses, il y a, disons, pour à peu près un tiers des banques systémiques au niveau mondial, il faut pas qu'elles perdent plus de 6% à peu près de la valeur de leurs actifs, parce que si elles perdent plus, à ce moment-là, elles deviennent insolvables. Vu le choc face auquel on est, et vu notamment toutes leurs activités de marché pour toutes ces banques systémiques, je suis pas sûre qu'elles aient pas des problèmes, qu'elles doivent pas être renflouées et aidées à un horizon relativement court. Je dis pas la semaine prochaine, mais relativement court. Une autre crainte qu'on avait, c'était un retour du cercle vicieux entre les fragilités bancaires et souveraines. Donc l'idée, c'est que en fait, il y a un biais national dans la détention de titres publics, ce qui veut dire que les banques italiennes ont tendance à détenir beaucoup de dettes italiennes, que les banques françaises ont tendance à détenir beaucoup de dettes françaises, etc. Et ce qui se passe, c'est que si les États doivent s'endetter davantage pour faire face à la crise, notamment en Italie, en Espagne, en France, enfin les pays qui sont le plus durement touchés à ce jour, on risque d'avoir une dégradation des notes de ces États souverains. Or, les banques italiennes, par exemple, possèdent des titres italiens, donc du coup, les banques elles-mêmes vont faire des pertes ou vont avoir des risques davantage exprimés à leur actif. Si ces banques, du fait qu'elles détiennent des titres de plus en plus risqués, sont obligées d'être renflouées, dans ces cas-là, ça va être l'État italien qui va renflouer des banques italiennes. Or, du coup, l'État va encore plus mal qu'il n'allait avant. Du coup, la banque italienne va elle-même plus mal qu'elle n'allait avant. Et c'est ce cercle vicieux, en fait, qu'on a eu pendant toute la crise des dettes souveraines et qui est excessivement dur à arrêter. Et là, grâce à l'action de la Banque centrale, donc en mettant 750 milliards d'euros sur la table,
et en disant surtout qu'en fait, elle était prête à racheter autant de titres publics que nécessaire, elle évite pour l'instant une augmentation des taux souverains. Et ça, c'est une bonne chose parce que justement, ça évite de mettre en place ce cercle vicieux entre fragilité souveraine et fragilité bancaire qui sont excessivement durs à arrêter. Tout à fait. C'est le second grand risque. Hein. C'est ce qu'on appelle le risque de fragmentation financière en Europe. Hein. Donc le risque de fragmentation financière, c'est le fait, c'est comment dire, c'est la traduction du fait qu'on n'a pas une monnaie complète, si vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, quand un État fédéral s'endette, quand les États-Unis s'endettent, etc., à aucun moment on se pose la question de est-ce que la Californie va sortir de la zone dollar, est-ce que le Massachusetts va sortir de la zone dollar, etc. Nous, en Europe, on se pose ce genre de questions. Les marchés, je voudrais pas dire les marchés, faut pas réifier comme ça, mais enfin bon. En tout cas, comment ça se traduit? Par le fait que les différents États ne s'endettent pas au même taux. Et ça, c'est un indicateur de défiance que l'on n'a pas quand on a une dette fédérale. Et c'est précisément le fait que certains États qui sont déjà les plus touchés et qui malheureusement aujourd'hui sont en plus les plus touchés par l'épidémie, c'est-à-dire que aujourd'hui la fracture entre les pays du nord de l'Europe et du sud de l'Europe, elle recouvre quasiment exactement la fracture quant à la crise sanitaire. En fait, ce sont les pays du sud déjà les plus fragiles financièrement qui sont aussi les plus touchés par cette crise sanitaire. Et donc on voit ressurgir en fait ce qu'on a vu en 2010, hein, et qui a conduit l'Europe quand elle est face au gouffre, hein, c'est généralement comme ça qu'elle avance, hein, et c'est ça qui a conduit à l'union bancaire. Mais une union bancaire qu'on n'a pas achevée, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas une assurance dépôt européenne. C'est-à-dire que aujourd'hui, le déposant d'une banque portugaise, espagnole ou italienne, il n'est pas aussi bien protégé que le déposant allemand et même français. Hein. Donc ça veut dire c'est comme si on n'avait pas un seul euro. Et là, on retombe sur ce que disait Baptiste, hein, cette histoire de cercle vicieux, hein, qui s'auto-entretient, hein, entre la fragilité des banques et la fragilité, les crises de dette souveraine. C'est pour ça que tous les débats actuels sur mutualisation de la dette, les corona-bonds, et ça, c'est vraiment le débat essentiel. On a vraiment en ce moment un risque, je crois, sur la pérennité de la zone euro. Alors, on arrive à la troisième question, hein, où on va aborder ce que tu viens de dire à l'instant, mais de manière un peu plus générale, c'est-à-dire l'évaluation que vous faites des politiques économiques qui ont été mises en place à la fois par le gouvernement français, mais qui est assez semblable à ce qui est fait partout ailleurs, si ce n'est que d'autres sont déjà en fait dans un plan de relance. Hein. On voit aujourd'hui le Japon qui annonce un plan de relance absolument massif. Donc bon, enfin en gros, les politiques mises en place correspondent à cette idée de gel, hein, de l'économie de manière à ce que ça puisse repartir quasiment à l'identique sans perte ni sur l'emploi ni sur les faillites d'entreprises. Donc votre évaluation de la politique nationale du gouvernement, mais aussi de la politique mise en place par l'Europe et par la Banque centrale européenne et de manière plus générale les banques centrales. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc effectivement, quelle évaluation sur la piste Corona Bonds et la discussion autour de ça, peut-être vraiment en allant lentement, parce que tout le monde quand vous dites liquidité, quand vous dites Corona Bonds, c'est des mécanismes qui sont pas forcément, on voit pas forcément ce que ça signifie si on n'est pas tout le temps en train de mobiliser ce genre d'instrument. Donc je me permets d'aller vraiment pas trop vite pour que tout le monde comprenne bien les mécanismes derrière. Tu veux commencer, Baptiste? Non, vas-y, je t'en prie. Alors pour ce qui est des banques centrales, elles font le job, c'est-à-dire je pense que elles font ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'elles ont envoyé tous les signaux comme quoi elles soutiendraient en liquidité absolument le système financier. D'une certaine manière, ce qu'elles font dans leur rachat de dettes publiques, par exemple, c'est comme si elles mettaient hors marché les dettes publiques. Hein. C'est juste l'action notamment de la BCE qui empêche le fait qu'on ait vraiment une explosion
des différentiels, c'est-à-dire des différences auxquelles les différents États empruntent. Hein. Donc vraiment, moi je dirais que le seul acteur vraiment politique aujourd'hui, et c'est terrible parce qu'en même temps c'est le moins démocratique, hein, c'est la BCE. La BCE, elle permet pour l'instant à la zone euro de tenir et par un plan massif. Et puis, les signaux envoyés sont très clairs. C'est on fera tout ce qu'il faut. On fera tout ce qu'il faut pour ça. Et d'un autre côté, on a une espèce d'incurie en fait de l'Europe politique à se montrer solidaire dans cette crise, qui est une crise très différente de la crise de 2008, même si la crise de 2008 déjà, les arguments de la crise souveraine qui a suivi la crise de 2008 des pays du Nord étaient contestables. Hein, l'idée, c'est-à-dire que je reprends les pays du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas notamment. Leur position traditionnelle, c'est de refuser les mutualisations de dettes, c'est-à-dire de refuser des émissions, par exemple, qui ne seraient pas les émissions de tel ou tel pays, mais des émissions de dettes qui seraient garanties par l'ensemble des pays de la zone. Et le fait que des émissions de dettes soient garanties par l'ensemble des pays de la zone permet des taux auxquels on s'endette, des taux d'intérêt auxquels on s'endette, qui sont beaucoup plus faibles que les taux auxquels les pays du Sud peuvent s'endetter. Donc, si vous voulez, c'est un moyen de montrer une solidarité européenne. On est un collectif, on partage une monnaie, mais on partage également un avenir et donc des solutions face à des crises de ce type. Et l'argument des pays du Nord, ça a toujours été l'aléa moral, c'est-à-dire, en gros, c'est l'argument de la cigale et de la fourmi. Le Sud, c'est la cigale, le Nord, c'est les fourmis, et on va favoriser les comportements, peu rigoureux, disons, d'un point de vue des finances publiques, si on offre cette garantie mutuelle. Alors déjà, ça tenait pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, en 2010. Hein. Alors bon, on peut discuter à la limite la Grèce, parce que la Grèce, il y avait eu des manipulations de comptes publics, etc. Et encore, moi je suis contre cette interprétation, mais à la limite, on pouvait. Mais là, cette pandémie, je veux dire, personne l'a cherché. Hein. Je veux dire, cette pandémie, c'est un choc, ce qu'on appelle un choc symétrique. Hein. Je veux dire, ça atteint plus les pays du Sud, mais c'est pas parce qu'ils ont fauté d'un point de vue. Donc l'argument de l'aléa moral ne tient pas du tout. C'est-à-dire que le fait que ça favoriserait des comportements qui sont des comportements peu vertueux d'un point de vue budgétaire. Donc voilà, je pense que là il y a un vrai risque là, il y a un vrai risque parce que ça met en lumière le fait qu'on n'a pas d'Europe politique et le problème que dans la gestion routinière de l'Europe, c'est déjà un vrai problème de pas avoir une Europe politique pour avoir des projets communs, etc. Mais alors dans les crises, c'est quelque chose qui ne peut que faire monter les nationalismes de tout crin, ça apparaît tellement au grand jour aux populations quand on voit les propos qu'a eu c'est le Premier ministre ou le ministre des Finances des Pays-Bas, je sais, c'est indécent, quoi. Je veux pas dire tellement plus, voilà. Voilà, je m'arrête là, je laisse parler à Baptiste. Oui, peut-être Baptiste, et sur la dimension nationale aussi. Hein. Oui, bien sûr. Je laisse Baptiste sur la dimension européenne et on revient au national après. D'accord. Peut-être pour revenir sur l'idée qu'un euro grec ne vaut pas un euro allemand. Effectivement, le problème, c'est que pour le grec qui veut aller retirer son argent à la banque, il faut qu'il fasse confiance dans son gouvernement pour le lui garantir en dernière instance. Or, quand on connaît les finances publiques grecques, on comprend que le déposant grec n'est pas forcément confiance dans son État pour le garantir si la banque grecque va mal. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'un fédéralisme budgétaire. On a besoin qu'en fait tous les pays, en mutualisant leurs dettes, en mutualisant les risques, garantissent le dépôt grec en fait. Et tant qu'on n'a pas ce genre de mécanisme, les crises bancaires et les crises souveraines seront toujours liées entre elles. Et en fait, cette crise qu'on a aujourd'hui sanitaire, qui en fait va dégrader les finances publiques d'abord, en fait, alors les banques peuvent résister si la banque centrale leur donne les liquidités, c'est-à-dire si la banque centrale permet à ces mêmes banques de reprêter aux entreprises qui n'arrivent pas à rembourser leurs prêts immédiatement. Donc à la limite, on peut éventuellement éviter trop de risques bancaires à ce niveau-là. Le problème, c'est que si les États s'endettent,
et on comprend assez rapidement que alors déjà parce qu'ils possèdent de la dette publique, les banques vont avoir de plus en plus de difficultés, mais que les déposants des banques en difficulté peuvent ne pas avoir confiance dans leur gouvernement pour garantir ces dépôts. Et du coup, il peut y avoir des paniques bancaires, des gens qui courent au guichet pour récupérer leur liquidité. Et là, on a une véritable crise bancaire qui se développe. D'où la nécessité de mutualiser les risques et de créer un pot commun en fait entre tous les États pour garantir le bon fonctionnement, pas seulement de la dette publique, mais en fait de l'intégralité des banques dans la zone euro. Et si une crise du type de celle que Baptiste vient de décrire, à savoir des ruées bancaires, c'est-à-dire une perte de confiance des déposants dans un des pays de la zone, même si c'est un pays du Sud, faut pas penser qu'on en sera indemne. C'est-à-dire que si on a ce type de mécanisme qui se met en place en Grèce, au Portugal, à la périphérie de la zone, tous les pays de la zone en subiront les conséquences par plein de canaux, et le canal le plus direct, c'est les interdépendances entre banques. C'est-à-dire le fait que si on a des banques italiennes qui sont vraiment en difficulté et que l'État italien a quelques difficultés lui-même à soutenir ces banques, eh bien, on aura automatiquement une contagion aux autres banques. Donc, ne pensons pas qu'on est exempt et qu'on est préservé de ce type de risque, même s'ils se produisent à la périphérie de la zone. Ok. Sur la dimension nationale. Alors sur la dimension nationale, le gouvernement, ce qu'il a fait et ce qui me semble, en mesure d'urgence, tout à fait. C'est ce qu'il fallait faire en urgence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu préserver l'outil de production, disons, national, en état. Donc, c'est-à-dire ne pas essayer au minimum de rompre les contrats de travail, et c'est pour ça qu'on a une favorisation extensive du chômage partiel, chômage technique et toutes ces choses-là. Il a voulu, éviter que des entreprises n'ayant plus de chiffre d'affaires, n'ayant plus d'affaires, se trouvent dans des situations de trésorerie insolubles, et donc il a garanti les prêts que les banques pouvaient éventuellement leur faire. Il a offert une assistance aux travailleurs indépendants mais en fait tout ça, ça crée de la dette en fait, en réalité. Ça crée, en tout cas, tout ce qui est du crédit crée de la dette. Et je pense que les outils qu'il faut envisager, ce sont des outils proprement budgétaires. C'est-à-dire que cette crise est une crise qui atteint tout le monde en même temps, les entreprises, les ménages, etc. Et il faut absolument préserver les revenus. Reporter simplement les charges, reporter simplement les impôts, créer plus de dettes et donc reporter des charges financières dans le futur, si, comme la reprise va probablement être relativement atone, c'est juste reporter dans le temps tout un tas de problèmes, de montée du chômage, de mise en faillite d'entreprises, donc moi je pense qu'il faut effectivement des plans de soutien massifs. C'est pas le moment du tout en fait de serrer les robinets budgétaires. Il faut pas hésiter à vraiment soutenir les agents et pas seulement, et c'est un peu le problème, pas seulement l'outil productif. C'est-à-dire que on est déjà dans une société, mais peut-être moins que d'autres, mais où il y a déjà beaucoup d'inégalités. Là, les inégalités les plus criantes qu'on voit, c'est celles au logement. Je veux dire, on n'est pas tous confinés dans les mêmes conditions, c'est clair. Et il y a tout un tas de personnes en fait qui étaient déjà excessivement démunies et qui vont se retrouver encore plus. Et tout ce qui est prévu n'est prévu que pour ceux qui travaillent en réalité, véritablement. Donc je pense que il va y avoir des problèmes importants autres que simplement purement macroéconomiques de sortie de crise. C'est qu'on a une espèce d'inversion des valeurs en réalité en ce moment qui était portée par ce gouvernement. C'est-à-dire que là on voit très bien que c'est pas les premiers de cordée qui font vivre l'économie. C'est ceux qui étaient les derniers de cordée, enfin perçus comme les derniers de cordée. C'est eux qui sont vraiment essentiels pour faire tourner la machine. C'est eux qui sont directement exposés et qui sont la première ligne. Et les troisièmes lignes, c'est ceux qui sont normalement les premiers de cordée. Donc
Donc, à un moment, enfin derrière, il va y avoir des revendications sociales qui sont absolument justifiées, hein, du monde hospitalier, du monde des gens qui travaillent dans les EHPAD. Donc, au-delà de simplement la question comment on soutient la demande aux sorties de la crise, comment on évite un chômage massif, etc. Il va falloir se poser, je pense, une réorientation sociale et écologique, évidemment, de notre société. Donc on en arrive à la quatrième et dernière question, hein, qui sont effectivement les grands axes propositionnels. Alors, à court terme, s'il y a des manques, hein, dans la politique et actuellement menée par le gouvernement, et on voit quand même que oui, il y a un certain nombre de gens qui sont, je pense en particulier aux indépendants, aux TPE, qui malgré tout le discours ont du mal à obtenir les prêts bancaires. Hein. Ça a l'air d'être pas si simple que ça. Enfin, les retours qu'on a, c'est que c'est pas si simple, que malgré les garanties, ça arrive pas. Tous les gens qui sont dans des situations de précarité et de CDD, on voit bien comment il n'y a pas du tout de fluidité. Les jeunes, hein, et en particulier les étudiants. Il y a des situations sur lesquelles il y a quand même dès à présent des trous dans la raquette sur lesquels il faut qu'on alerte. Samir Halal, une de nos secrétaires nationales, insiste beaucoup sur la question des handicapés, hein, de la situation des handicapés. Il y a aussi la situation des prisons. Enfin, on voit bien quand même comment à court terme il y a des manques. Donc, quelles propositions pour des manques à court terme, mais aussi quelles propositions pour un plan de relance s'il en faut un. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il faut un plan de relance, vu ce que vous avez dit l'un et l'autre, la réponse à la première question, je pense que la réponse est positive, oui, mais comment? Quel plan de relance? Quels grands axes? Quel volume? Quels moyens? Quels acteurs de ce plan de relance? Et puis, à plus long terme, la réorientation globale de l'économie, selon quelle direction, avec évidemment un accent, hein, mis sur donc la nature de votre note, hein, qui insiste sur les moyens, notamment des banques centrales, pour effectuer cette relance et cette réorientation de l'économie. Et je pense qu'il y a un moment aussi où il faut peut-être que vous abordiez la question de l'impôt, hein, vous l'abordez dans votre note, en différenciant donc en particulier un impôt sur le patrimoine, hein, la proposition de Piketty dans son dernier ouvrage, que vous écartez à court terme pour des raisons de risque déflationniste. Donc, si vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est, mais que vous n'écartez pas à plus long terme. Et moi, je rajouterais volontiers aussi quand même d'autres types de fiscalité, notamment des fiscalités sur les entreprises et en particulier les grands groupes et de la lutte sur l'évasion fiscale. Donc, voilà, une dimension plus prospective dans cette quatrième et dernière question. Et après, donc, on prend les questions de tout le monde. Très bien. J'y vais. Bon, alors sur la question de comment s'en sortir aujourd'hui sur le problème des indépendants, des intérimaires, des entreprises qui ont des difficultés à se refinancer. Bon, moi, ma vision des choses, c'est que l'État doit pallier à toutes les incapacités du marché aujourd'hui. Donc voilà, si les gens ne sont pas capables de se refinancer, on a perdu Baptiste. Ouais. Est-ce que vous avez perdu? Ça y est, on t'avait perdu. Vous m'entendez? Oui, un peu haché, mais ouais, c'est bon. C'est bon. Okay. Donc mon interprétation des choses, c'est que l'État n'aura pas d'autre choix que de dépenser aujourd'hui ce qu'il doit dépenser. Alors, toute la question qui se pose après, c'est du coup, où est-ce qu'on trouve cet argent-là? Sur la question de la fiscalité et de la proposition de Thomas Piketty d'une taxe ponctuelle sur les hauts patrimoines, le problème, c'est que c'est excessivement difficile en période de crise de demander, même à des très hauts revenus, de financer d'un seul coup des impôts de sommes importantes. S'ils sont obligés de vendre des titres sur les marchés
immédiatement, si on leur demande voilà de 10% de leur patrimoine et de les financer immédiatement, ils vont être obligés soit de vendre de l'immobilier, soit de vendre des titres sur les marchés immédiatement, ce qui va en fait faire baisser les prix de ces actifs et qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur la santé du secteur bancaire et financier. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas taxer à plus long terme. Mais moi, ma vision des choses, c'est que la question de l'imposition, c'est une vision à long terme. On peut pas demander, d'un point de vue ponctuel, de verser des sommes extrêmement importantes, non pas parce que on ne veut pas taxer, mais parce que ça crée des problèmes de liquidité sur les marchés. En fait, si tout le monde vend en même temps, on voit bien le problème que ça peut avoir sur la question des prix, la spirale déflationniste et le secteur en général. Donc moi, je suis pour une taxation à plus long terme, mais elle doit se penser, à mon avis, dans le temps long. Et la question de la taxe ponctuelle, à mon avis, n'est pas la meilleure solution. L'État, donc du coup, si c'est pas par la taxe, l'État peut s'endetter. Donc on a un problème, enfin on a des règles de déficit et de dette qui ont été assouplies pour une année, ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on sait que les États sont déjà excessivement endettés et qu'on aura certains pays comme l'Italie par exemple qui auront du mal à s'endetter davantage sur les marchés. Alors, la solution qu'on peut avoir, c'est de s'endetter en commun. Donc, comme on en a parlé avant, on peut mettre en place des Corona bonds, par exemple, qui permettent de mutualiser et de faire en sorte que tout se porte garant de cette dette, tout le monde la rembourse pour faire baisser les taux d'emprunt. C'est une solution qui, malheureusement, politiquement, est dure à mettre en place, comme on le voit aujourd'hui, puisqu'il y a toujours des pays même qui refuseront de mutualiser les risques avec les autres. La troisième solution, si c'est pas les impôts, si c'est pas l'endettement, c'est la monnaie. Donc c'est la capacité de la Banque centrale à créer de la monnaie ex nihilo à partir de rien pour financer l'économie. Et toute la question est de savoir si on veut diriger cette monnaie vers les particuliers. Donc c'est ce qu'on va considérer être de l'hélicoptère monnaie en fait, où la Banque centrale peut créditer les comptes bancaires des agents de la zone euro, ou si on souhaite diriger cette nouvelle création monétaire vers les États. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur ce que pourrait être des annulations de dette publique. Donc en fait, c'est de la création de monnaie pour les États, sans que les États aient à rembourser. Donc on n'est plus dans de la dette, on est vraiment dans du financement par la monnaie. Donc peut-être que je peux laisser Laurence prendre la suite et puis reparler de la question des annulations de dette publique avec plus de précision juste après. Oui, donc je souscris à ce que dit Baptiste là. Je voudrais juste revenir sur cette histoire d'impôt sur les patrimoines, parce que effectivement dans la note on évacue cette possibilité parce qu'on considère que pour payer l'impôt on vend pour aller vers le cash. Or, en fait, apparemment, historiquement, je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai lu un papier de Pierre-Cyril Haucoeur ce matin, en fait, qui disait que après-guerre, il y a qu'on va auditionner. Oui, mais juste pour dire que je n'imaginais pas que c'était possible, mais justement pour éviter cet effet-là, en fait, apparemment, il y a eu des expériences qui ont été faites après-guerre de transfert direct de propriété, en fait, sans repasser par le cash, c'est-à-dire un transfert de propriété direct des patrimoines, une partie du patrimoine qui est transférée à l'État sans avoir besoin de vendre ce patrimoine et donc de passer par le cash. Ce qui évite évidemment les problèmes de déflation des titres, etc. Donc je ne sais pas du tout juridiquement comment ça se passe, mais je trouve que c'est effectivement très astucieux en réalité comme voilà. Donc ce qui était dans notre note là, c'est l'idée, c'est comment on desserre le carcan de la dette, et pour desserrer le carcan de la dette, effectivement, l'idée qui est avancée et qui est au cœur des travaux de Baptiste, c'est des annulations de dette par la Banque centrale européenne. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale, c'est finalement le seul acteur véritable qui n'a pas de contrainte de solvabilité. Puisque elle ne peut jamais être soumise à un risque de liquidité, puisqu'elle crée la monnaie, a priori de manière illimitée. Et il y a des exemples de banques centrales qui ont fonctionné à fonds propres, c'est-à-dire à capital négatif. Donc ça veut dire que, alors ça peut poser éventuellement des problèmes, c'est-à-dire qu'on peut penser que ça va générer de l'inflation, par exemple, des financements monétaires. Mais aujourd'hui, le problème pour nous, c'est pas l'inflation, c'est la déflation. Or,
on sait très bien comment sortir d'une situation d'inflation. On ne sait pas comment sortir d'une situation de déflation. Donc, ce qu'il faut absolument éviter, c'est la déflation. Et donc, l'option que l'on développe, qui potentiellement peut générer de l'inflation, générer de l'inflation, ça voudrait dire que, en plus de l'annulation de dette, on aurait, de manière relativement peu douloureuse, parce qu'après, c'est à l'État d'indexer certains types de revenus sur l'inflation. Et justement, là, on revient à ce qu'on disait après. L'inflation, elle pose problème quand nos revenus ne la suivent pas. Mais si l'État, justement pour réorienter sur les populations qui en ont besoin, suscite des indexations de salaires qui sont différenciées selon les catégories sociales, et notamment, par exemple, favorise le secteur de la santé, favorise les personnels des EHPAD, etc., ça permettrait d'alléger la dette de manière relativement indolore, et avec un État qui redeviendrait un État qui se mêle de la répartition des revenus notamment. Et ce qu'on propose dans la note, et après je repasserai la parole à Baptiste pour qu'il explique la faisabilité en fait de cette mesure qui peut paraître un peu transgressive, disons. Nous, ce qu'on propose dans la note, c'est que aujourd'hui on a cette crise à court terme du Covid qu'on espère gagner en quelques semaines, quelques mois, etc. Mais on a une crise qui n'est même pas une crise, puisqu'une crise, c'est quelque chose qui se termine un jour. Mais on a ce mur de la transition écologique qu'il faut qu'on fasse, que les États n'arrivent pas à faire. Et donc, ce qu'on propose dans la note, c'est que ces annulations de dettes, en fait, servent à amorcer la transition écologique des économies. C'est-à-dire que les marges de manœuvre gagnées servent en fait, par exemple, à favoriser un très grand plan de rénovation énergétique des habitats, puisque c'est la mesure. Que vous chiffrez ou pas? Non. Là, pour l'instant, c'est pas, on n'en est pas du tout au chiffrage là. Là, on est dans une phase où on apporte des idées en fait. Oui. Mais je passe la parole à Baptiste qui a des idées notamment sur. Vas-y. Alors ouais, donc du coup l'idée c'est d'annuler la dette publique détenue à l'actif de la Banque centrale en contrepartie d'investissements et notamment dans la transition écologique. Donc si la Banque centrale annule de la dette publique, l'objectif n'est pas que les États se désendettent. Le but, c'est de garder un ratio de dette sur PIB équivalent à ce qu'il est aujourd'hui, mais de pouvoir faire ces investissements. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'État réinvestit, se réendette pour réinvestir, la Banque centrale détruit la même quantité de dette, en fait. Et ça, pour moi, ça permettrait de potentiellement relancer l'inflation, parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'inflation, pour la relancer, c'est pas en injectant des liquidités. Pourquoi? Parce qu'elles vont se nicher dans les actifs financiers et immobiliers. Ce qu'il faut pour relancer l'inflation, c'est de créer de la demande. Et là, en fait, en faisant de l'investissement dans la transition écologique, on crée de la demande publique. Donc, à la fois, on se retrouve avec une situation qui permet à la Banque centrale de retrouver un chemin normal de politique monétaire, donc de retrouver l'inflation qu'elle souhaite, mais en plus de financer la transition écologique. Donc, on voit bien que ce genre de mécanisme, qu'on dit d'habitude inflationniste, puisque plus on crée de monnaie, plus normalement il devrait y avoir l'inflation, même si ça fonctionne plus trop aujourd'hui, la Banque centrale peut le mettre en œuvre, puisque justement l'inflation n'est plus le mal, mais la caractéristique recherchée. Ça créera certainement pas autant d'inflation qu'on le croit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les liquidités, elles ont déjà été injectées dans l'économie. Quand on dit annulation de dette publique, qu'est-ce qui se passe en réalité? La Banque centrale a racheté des titres à des investisseurs privés, des titres publics à des investisseurs privés. Quand elle l'a fait, elle a donc injecté les liquidités contre le titre. Donc les liquidités sont déjà dans l'économie. Et il se trouve que ces liquidités n'ont pas créé d'inflation, puisqu'elles ont été notamment dans les actifs mobiliers et immobiliers. Donc en réalité, si on annule de la dette, la seule chose qu'on change, c'est que ces liquidités qui sont déjà dans le système ne seront jamais détruites. Voilà, c'est la seule chose qui change, c'est que du coup, on accepte d'avoir créé une monnaie qui est une monnaie éternelle, qui restera dans le système à tout jamais. Mais on ne recrée pas de nouvelles liquidités. Donc ça enlève déjà une possibilité d'inflation. Donc il y aura certainement pas trop d'inflation. En plus, quand on investit dans des investissements pour la transition écologique, alors un investissement, c'est de la demande. Donc on va demander des produits, des machines pour ces investissements, mais c'est également de l'offre en fait. En investissant, on crée à la fois de la demande, donc qui crée de l'inflation, mais on augmente aussi les capacités productives. Donc en fait, si vous augmentez l'offre et la demande en même temps,
vous faites beaucoup moins d'inflation que si vous augmentez juste la consommation à capacité constante. Donc, à la fois, en créant de la demande publique, ça crée de l'inflation, mais ça n'en crée pas trop. Donc, en réalité, la Banque centrale aurait tout intérêt à mettre en place ce genre de mesures, donc en fait, à permettre à l'État d'avoir des capacités pour investir, qui sont d'autant plus nécessaires qu'on sait qu'on a besoin de demande publique pour relancer l'inflation, et qu'en plus ces investissements sont absolument nécessaires. On parle de transition écologique, mais l'investissement dans un tas de services publics comme les hôpitaux, deviennent, absolument nécessaires. Et ces politiques sont d'autant plus efficaces que, en fait, elles remettent en cause les limites qu'on trouve d'habitude à la politique budgétaire. D'habitude, quand un État mène une politique budgétaire, on lui dit le problème, c'est qu'il va y avoir un effet d'équivalence ricardienne, c'est-à-dire que quand l'État va s'endetter pour investir, les individus vont anticiper une augmentation des taxes dans le futur parce qu'ils disent qu'un jour, il faudra bien rembourser cette dette. Donc finalement, les agents augmentent leur épargne, ils baissent leur consommation et du coup, l'augmentation de la dépense publique est compensée par une baisse de la demande privée. Ce qui fait dire à des économistes mainstream, disons, que quand un État fait de la relance publique, du coup, cette relance ne fonctionne pas parce que l'augmentation de la dépense publique est compensée par une baisse de la privée. Or ici, puisqu'il s'agit d'annulation de dette publique, toute relance n'aura jamais à être remboursée puisque justement la dette est annulée. Donc en fait, ce mécanisme ne peut pas fonctionner. Un deuxième mécanisme qui fait dire que la relance budgétaire n'est pas efficace, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, où en fait l'État vient concurrencer les agents privés pour détenir des capitaux. Donc l'État qui a besoin de faire de la relance a besoin de capitaux, et du coup il fait de la compétition avec les agents privés et il fait augmenter les taux d'intérêt. Donc si l'État fait de la dépense publique, les taux d'intérêt augmentent et du coup la dépense privée diminue parce ça coûte plus cher d'investir. Sauf que là, c'est de la monnaie qui est nouvellement créée par la Banque centrale, donc en fait ça vient ajouter des liquidités, ce qui fait que l'État ne fait pas concurrence avec les investisseurs privés pour obtenir le capital préexistant. Et c'est ces deux choses, l'absence d'effet d'éviction et l'absence d'équivalence ricardienne, qui ferait que la relance budgétaire serait beaucoup plus efficace. Ce qu'on propose, en tout cas moi je valide cette idée, c'est que la Banque centrale puisse se permettre de ne pas faire des annulations de dette publique de la même manière en fonction des pays. Moi je pense que la Banque centrale peut se permettre de faire davantage d'annulations de dette publique, par exemple en Italie, qui non seulement souffre davantage de la crise qu'on connaît aujourd'hui, mais qui de fait souffre davantage de toutes les politiques qui ont été menées avant, puisque le PIB de l'Italie est le même aujourd'hui au moment de son entrée dans la zone euro, donc pour dire à quel point ça n'a pas été bénéfique pour elle. Donc on pourrait imaginer une situation dans laquelle la Banque centrale fait des annulations de dette pour atteindre par exemple un niveau d'inflation qu'elle souhaite nécessaire. Donc aujourd'hui c'est 2%, mais ça reste une convention. On pourrait le mettre à 3, 4, 5, 6%. Ça reste une convention. Le traité de Maastricht demande à ce qu'on fasse de la stabilité des prix, mais elle dit pas quel est ce niveau de stabilité des prix. Donc on pourrait très bien le mettre à 2, à 4 ou à 6%. Et donc la Banque centrale pourrait se permettre de faire des annulations de dette pour que les pays réinvestissent dans la transition écologique jusqu'à ce que l'inflation arrive à un certain niveau. Et on espère que ce soit suffisant pour amorcer totalement la transition écologique. Et cet élément qui consiste à dire que la Banque centrale peut traiter des pays de manière différente, il est extrêmement important. Parce qu'on a un problème dans la zone euro depuis le début et qu'on n'arrive absolument pas à résoudre, c'est qu'on n'a aucun moyen de lutter contre des chocs asymétriques. Un choc asymétrique, c'est un choc qui touche un seul pays ou un groupe de pays, mais pas tous les pays en même temps. Et ce qu'on avait auparavant comme moyen de lutter contre les chocs asymétriques, c'était des politiques monétaires qui étaient nationales. Donc quand ça allait mal en France, par exemple, on pouvait baisser les taux directeurs en France pour relancer l'investissement. Et on avait le taux de change. Quand ça allait mal en France, on pouvait dévaluer ou déprécier le franc. C'est des mécanismes qu'on a plus aujourd'hui puisqu'on a une monnaie commune. Alors, il y a d'autres mécanismes qui existent pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux dans une région quand ça va moins bien. Par exemple, la politique budgétaire. Si en Italie ça va mal, on peut faire de la politique budgétaire. Ce qui devient excessivement compliqué aujourd'hui, étant donné les règles des traités qui empêchent les déficits importants, et la pression des marchés qui vient augmenter les taux dès que éloigne un petit peu plus. Ah, on a perdu. Ouais, vous m'entendez? Oui, mais on vous a retrouvé. Ok. Un autre mécanisme pour faire en sorte qu'un pays aille mieux quand ça va moins bien, c'est que le crédit reparte dans ce pays. Donc, si les banques font davantage de crédit, ça permet de réinvestir, etc. Sauf qu'on se rend compte que le crédit est procyclique. Donc, en fait, quand ça va mal, il y a encore moins de crédit. Quand ça va bien, il y a trop de crédit. Donc, en fait, ça va pas du tout dans le bon sens.
On pourrait approfondir les marchés de capitaux. Alors ça consiste à dire que quand vous êtes grec, par exemple, vous investissez dans des entreprises allemandes, dans des entreprises espagnoles, etc. Pour que quand les revenus baissent en Grèce, vous continuiez d'avoir des revenus qui viennent de l'extérieur et qui vous permettent de continuer à consommer, etc. Sauf que ça, on se rend compte que c'est pas très développé en Europe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mécanisme? La seule chose qu'on a vraiment développée depuis 10 ans, c'est des prêts entre pays, notamment avec le mécanisme européen de stabilité, où en fait, quand ça va mal dans un pays, on lui prête par le biais des autres pays. Le problème, c'est qu'il y a un tas de conditions, pour obtenir ces prêts, des politiques d'austérité qui sont excessivement mal vécues et qui, à mon sens, ne sont pas la bonne solution pour construire une Europe politique de demain. Donc, si la Banque centrale se permettait de faire des annulations de dette publique en fonction des besoins des pays, ça permettrait d'avoir ce mécanisme qui fait qu'on ne traite pas tous les pays de la même manière, puisque tous les pays n'ont pas les mêmes niveaux de revenus au même moment. Et on trouverait enfin ce moyen de lutter contre les chocs asymétriques. Ça veut dire en fait que, au lieu d'avoir une politique monétaire qui est homogène et qui en fait hétérogénéise les situations des pays, on se retrouve avec une politique monétaire qui est hétérogène, qui se permet de traiter les pays différemment, pour homogénéiser à la fin la situation des pays. Et en fait, ça change tout le principe. Alors, certainement que certains pourraient dire, mais la Banque centrale peut-elle se permettre de traiter l'Italie de meilleure manière que les Pays-Bas? Il y aurait une condition. Sauf que cette condition, c'est pas du tout une condition de l'ordre de l'austérité budgétaire telle qu'on l'a faite avant. C'est une condition qui émancipe les États. On pourrait considérer, par exemple, que quand la Banque centrale fait des annulations de dette publique, la contrepartie d'investissement l'investissement doit se diriger vers des secteurs qui auraient été discutés au niveau du Parlement européen, par exemple. En fait, vu que c'est une monnaie européenne, vu que en fait c'est un don, vu qu'on vous annule votre dette, c'est un don de la Banque centrale européenne. Donc c'est de la monnaie européenne qui vous permet de relancer. Et vu que c'est de la monnaie européenne qui vous permet de relancer votre économie, on pourrait considérer que les secteurs dans lesquels on vous demande de relancer votre économie soient décidés à l'échelle du Parlement européen. Donc je suis bien conscient qu'entre zone euro et Parlement européen, c'est pas exactement les mêmes zones géographiques, il faudra trouver une solution pour ça. Mais reste-t-il que puisque c'est de la monnaie européenne, on pourrait considérer que cette planification, elle se fasse au niveau du Parlement européen. Et évidemment, au Parlement européen, si par exemple il fallait faire des annulations de dette publique en Italie, où est-ce qu'on aurait intérêt à demander aux Italiens d'investir? On aurait intérêt à demander aux Italiens d'investir dans ce qu'on appelle des biens publics globaux, c'est-à-dire des biens qui bénéficient pas seulement aux Italiens, mais qui bénéficient à tout le monde. Et quels sont ces biens? Il se trouve que justement, c'est la transition écologique. Puisque quand un Italien investit dans la transition écologique, alors ça crée des emplois en Italie, ça c'est une bonne chose, mais le bénéfice de ce service ne sert pas qu'aux Italiens, il sert à tous ceux qui sont à côté. Et en fait, dans la théorie standard en économie, c'est des biens qui sont sous-budgétés, dans lesquels on n'investit pas. Pourquoi? Parce que chaque pays attend qu'un autre État investisse à sa place, et donc du coup ça se fait jamais. Alors, il y a la transition écologique, il y a la stabilité financière, mais il y a aussi la lutte contre les bactéries et les virus tels qu'on l'a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours tendance à attendre demain que votre État voisin trouve un vaccin contre une maladie qui pourrait un jour vous attaquer vous, puisque ça vous sera utile à vous aussi. Mais du coup, personne n'investit forcément dans ce genre de choses. Et là, en demandant aux États qui auraient ces annulations de dette publique d'investir dans des biens publics globaux, on permet trois choses. À la fois de relancer les économies qui vont mal, de redynamiser la politique à l'échelle européenne et d'investir dans des choses qui sont absolument nécessaires. Peut-être Laurent, si tu veux ajouter quelques éléments, et après je pourrais peut-être reparler de la raison pour laquelle politiquement et juridiquement ça peut se faire. Ok, oui. Et puis après on passera aux questions. Laurence, Oui. Donc pour le jour de demain, pour après, donc il y a effectivement les solutions que Baptiste vient d'énoncer. Je pense que ce qu'on doit également envisager, c'est une modification des rôles de l'État, et je pense qu'il faut qu'on revienne à un État planificateur, au sens de, si effectivement l'accent est mis sur la transition écologique, il faut qu'on ait un État qui donne un cap, qui soit pas juste un État qui valide la manière dont les marchés tarifient, valident, etc. Et ce que je pense, c'est que donc il faut donc qu'il y ait une réflexion qui s'engage sur les secteurs stratégiques, qui vont être les secteurs que l'on va effectivement soutenir par ces annulations de dettes et par les mécanismes que Baptiste vient de
de spécifier. Et ça, la crise actuelle révèle les fragilités, révèle les fragilités liées aux chaînes de valeur, révèle le fait que des molécules essentielles on les produit plus en Europe, révèle l'acuité de la question de la de l'autonomie alimentaire. Enfin bon, voilà, tout un tas de choses de ce type. Et puis pour ce qui est de la finance à proprement parler, je pense que si dans la période qui s'ouvre, pas immédiatement, mais les États sont appelés en fait à renflouer les banques, à aider le secteur financier, contrairement à ce qui s'est fait en 2008, où en fait les aides qui ont été apportées au système financier ont été quasi inconditionnel en fait. Ce qu'on leur a demandé, c'est de faire des efforts sur les dividendes, comme on le demande aujourd'hui, sur les bonus, mais c'est-à-dire des choses de très court terme en réalité. Pour autant, on n'a pas désamorcé ou affaibli leur puissance de lobbying et leur puissance ensuite à s'opposer aux réglementations qu'on allait leur imposer. Donc je pense que cette fois-ci, si effectivement il s'avère que les réglementations financières telles qu'on les a définies post-2008 ne sont pas suffisamment protectrices de la société et qu'on soit de nouveau obligé de soutenir le secteur financier, je pense que ça doit être conditionnel. C'est-à-dire que ça doit être conditionnel à un engagement du secteur financier à accepter une réorientation de la réglementation vers la transition écologique. Alors, par exemple, le fait de pénaliser les financements aux industries très carbonées et au contraire de favoriser les financements aux industries dites vertes. Ça veut dire que probablement il faudrait aller vers des choses qu'on a connues jusqu'au début des années 80, qui sont des politiques de guidage du crédit, c'est-à-dire qu'en fait, aller vers des systèmes où, en fonction de la vision stratégique qu'a l'État et de la vision planificatrice sur ce que doit être notre futur commun, eh bien, des crédits à certains secteurs soient favorisés relativement à d'autres. Donc, il y a plein d'outils pour faire ça, et je pense que cette fois-ci, il faudra profiter de cette crise et du fait que l'État devient le protecteur des entreprises et du secteur financier, comme c'est le rôle de l'État dans les périodes de crise, pour un engagement du secteur financier à accompagner véritablement la transition écologique et pas uniquement du greenwashing, comme c'est quand même largement le cas aujourd'hui. Merci. Baptiste, la faisabilité, la possibilité. Il y avait une question d'ailleurs de Sébastien Guyon qui est: est-ce que les traités européens actuels permettent cette action différenciée d'annulation de dette selon les pays par la BCE? Donc, Alors, je réponds à deux questions dans cette question. La première, c'est: est-ce que l'article 123 du traité de Maastricht, qui dit que la Banque centrale n'a pas le droit de faire crédit aux États, empêche de faire des annulations de dette publique? Donc, ce que dit cet article, vraiment, c'est: la Banque centrale n'a pas le droit de faire des crédits aux États et n'a pas le droit d'acheter de la dette auprès d'eux. Donc, cette auprès d'eux, voilà, cette auprès d'eux, le traité dit pas explicitement marché primaire, mais dit on n'a pas le droit d'acheter auprès d'eux. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Banque centrale aujourd'hui rachète de la dette sur le marché d'occasion, donc sur le marché secondaire, pour contourner un petit peu ce que disait le traité. Bon, on voit bien que le traité ne dit pas explicitement qu'on n'a pas le droit de faire des dons aux États. Il dit on n'a pas le droit de faire des crédits aux États, mais il dit pas on n'a pas le droit d'annuler de la dette. Donc, évidemment, tout est une question d'interprétation à ce niveau-là. En réalité, il y a eu deux grands jugements qui ont été faits sur la légalité des programmes de rachat qui ont eu lieu pendant la crise de dette souveraine. Donc, est-ce que la Banque centrale avait le droit de racheter dans des quantités aussi importantes de la dette souveraine? Donc, il y a deux jugements, un sur l'OMT qui était le programme de 2012 et un autre sur le programme de 2015, le PSPP. Et ces deux jugements disent que le risque de perte de la Banque centrale, parce que évidemment quand elle achète de la dette d'État, elle risque qu'un jour un État ne rembourse pas. Ce risque de perte est une nécessité à assumer pour mener à bien la politique monétaire. Ça, c'est ce que disent les deux jugements. Donc en gros, la Banque centrale peut se retrouver un jour à faire des pertes sur les titres de dette, que les États ne remboursent pas cette dette à la BCE. Et c'est d'autant plus probable que depuis 2013, on a mis en place dans les titres de dette ce qu'on appelle des clauses d'action collective,
qui sont en fait une possibilité pour un État quand il doit restructurer sa dette. Donc par exemple, imaginons la Grèce est obligée de restructurer sa dette, elle n'a pas d'autre choix, elle est incapable de se financer. Dans ces cas-là, si la clause d'action collective dit que si 2/3 des créanciers sont d'accord pour restructurer, alors la restructuration s'applique à tous. Donc si vous avez 2/3 des créanciers qui sont d'accord, les autres seront obligés de faire des pertes. La Banque centrale, quand elle a racheté des titres de dette souveraine, elle s'est mise une barrière à 33%. Elle n'a pas le droit d'acheter plus d'1/3 de la dette d'un État. Quelle est la raison? La raison, en fait, c'est qu'elle veut pas avoir une minorité de blocage dans le cas d'une clause d'action collective. Autrement dit, puisqu'elle détient moins d'1/3, il y a encore 2/3 de créanciers possibles qui peuvent demander une restructuration. Et si ces 2/3 demandent une restructuration, la Banque centrale, qui détient moins d'1/3, donc qui peut pas avoir de blocage là-dessus, enfin qui peut pas avoir de droit de veto là-dessus, serait obligée d'accepter de faire la restructuration. Donc en fait, la Banque centrale serait obligée de faire des pertes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a elle-même choisi en fait de mettre cette barrière à 33%. Donc elle a fait en conscience le choix d'un jour pouvoir faire des pertes sur les actifs publics qu'elle détient. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas éviter qu'un processus de restructuration ait lieu s'il doit avoir lieu, parce que si elle l'empêche, c'est, enfin, un État qui est pas capable qui peut pas restructurer sa dette quand c'est absolument nécessaire, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc en fait, la Banque centrale a pris en conscience la possibilité de faire des pertes. Toute la question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que du coup, plutôt que d'avoir des pertes imposées de l'extérieur, elle peut pas en prendre l'initiative elle-même et donc du coup de faire de l'annulation de dette publique. Bon, c'est une question. Tous ces éléments nous laissent penser que du coup, elle pourrait faire ces annulations. Ce serait certainement contesté à la Cour de justice de l'Union européenne, sauf que ce qu'on remarque, la Cour de justice. Ah, c'est dommage. En fait, c'est excessivement difficile quand le jugement est rendu 3 ans plus tard. Ouais. Il y a eu un moment où on vous a pas entendu. Reprenez. Ok. C'est très difficile pour la Cour de justice de l'Union européenne de remettre en cause une politique qui a été menée par la BCE. Je vous donne un exemple. Par exemple, le PSPP, donc le programme de rachat massif de titres publics, a été déclenché en 2015. Le jugement a eu lieu en 2018. Qu'est-ce qui se passe si en 2018, la Cour de justice dit que la BCE n'avait pas le droit de le faire? Ça veut dire que d'un seul coup, la Banque centrale est obligée de revendre tous les titres sur les marchés, ce qui crée une crise qu'on n'aurait jamais connue. C'est impossible. Donc en fait, par la force des choses, la Cour de justice est obligée de donner raison à la Banque centrale. C'est vraiment un jeu stratégique entre les deux institutions, mais il se trouve que dans ce jeu stratégique, c'est la Banque centrale qui a le leadership. Et donc du coup, est-ce qu'elle pourrait le faire d'elle-même, ces annulations de dette publique? Tout laisse à penser que c'est le cas. Sur la deuxième partie de la question, est-ce que la Banque centrale peut traiter des pays de manière différenciée? Alors, dans les traités, rien ne l'empêche. Hein. Et d'ailleurs, la Banque centrale l'a déjà fait à plusieurs reprises. Alors, en 2010, il y a eu le premier programme de rachat de titres publics. Donc, c'est au moment où on était en plein dans la crise des dettes publiques, et la Banque centrale a surtout racheté des titres grecs et italiens. Donc, quand on regarde ses comptes en 2012, elle a surtout des titres italiens dans son bilan. Donc, à ce moment-là, elle n'a pas traité tous les pays de manière égale. Donc, c'est un précédent qui laisse penser qu'elle pourrait très bien se recomporter de la même manière aujourd'hui. Alors, plus en rachetant de la dette, mais en l'achetant. Et le programme qui vient juste d'être mis en place là, pendant la crise, lui-même remet en cause cette neutralité de la Banque centrale par rapport au pays. Donc, elle dit, on a le droit de pas respecter la clé de répartition. La clé de répartition, c'est la taille des pays en fait dans la zone, hein, donc tous les pays doivent être traités proportionnellement à leur taille. Bon, la Banque centrale dit en fait si la crise nous oblige à remettre en cause cette neutralité, on le fera parce qu'on n'aura pas d'autre choix. Donc oui, la Banque centrale peut traiter les pays de manière différenciée. Ok, merci beaucoup. Alors je vous propose que on passe aux questions. Donc je crois que Olivier est en ligne. Et je sais que Boris a une question. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Olivier, Boris? Moi, je suis là, si Olivier n'est pas encore dispo. Eh ben, vas-y, Boris, vas-y. Ah, pardon, vas-y, Olivier, je t'en prie. Non, mais moi, vas-y, mais n'hésite pas. Merci pour ces idées. En effet, on a évoqué tout à l'heure la possibilité d'une forme de datation qui a effectivement existé en Allemagne juste après la guerre, en lieu et place d'un impôt sur les grandes fortunes européennes.
Cela dit, l'effet de levier après la guerre sur la reconstruction d'Allemagne, à mon avis, devait être assez minoritaire par rapport à l'argent américain qui avait été injecté. C'est une idée, effectivement, sur laquelle on travaillait aussi. T'entends très, très mal. T'entends très mal. Ah, vous m'entendez mal, là? Oui. Enfin, c'est très coupé. Ah, là, c'est mieux? Ouais, alors, mais je vais pas. Caché, en fait. Alors, je recommence. Non, sur l'idée d'un impôt européen de solidarité qui serait remplacé par une forme de dation, en effet, je crois que c'est quelque chose qui a existé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a dû, du point de vue de l'efficacité sur la reconstruction en Allemagne, avoir un impact moins grand que les crédits américains. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais poser comme question, s'agissant du rachat de dettes, si l'Europe devait s'y refuser, si la BCE devait s'y refuser, est-ce qu'il est imaginable que dans cette guerre sourde économique qui fait rage, une banque centrale hors Union européenne rachète la banque, la dette de l'Italie ou de la Grèce? Voilà, je pose la question de façon un peu abrupte. Et puis, question connexe, pourquoi, notamment en France, n'emprunte-t-on pas auprès des Français? Un emprunt forcé, c'est ça? Oui, un emprunt Macron, quoi. Vas-y pour le rachat. Alors, est-ce qu'une banque alors la première question, c'est est-ce que la banque centrale pourrait ne pas annuler ses dettes? En réalité, comment se prennent les décisions à la banque centrale? Elles se prennent à la majorité des 2/3, ce qui change énormément de choses par rapport à la manière dont les décisions se prennent au Conseil européen. D'autant plus qu'on a depuis 2015 un système de place tournante où en fait chaque mois il y a 4 pays qui peuvent pas voter. Donc il y en a un, c'est une des 5 premières puissances économiques, et après c'est les autres pays. Donc ça veut dire qu'en fait il y a des moments où on se retrouve avec les Allemands qui n'ont pas de droit de vote ou les Néerlandais qui n'ont pas de droit de vote. Donc en fait c'est assez cocasse comme situation, mais il se trouve qu'on a mis ça en place. Donc pourquoi pas. Et donc j'ai fait les comptes. En réalité, quand les gouverneurs de Banque centrale nationale plus les 6 membres du directoire votent, donc 19 pays plus 6 membres du directoire, donc ça fait 25, moins les 4 pays qui n'ont pas le droit de voter. Donc en fait, ça fait 21 votes chaque mois. Du coup, vu qu'on doit avoir une majorité des 2/3, ça signifie qu'il faut avoir 14 personnes qui sont en faveur d'une politique. Et alors, j'ai compté par rapport aux pays qui seraient aujourd'hui d'accord pour des coronabonds. Ça veut dire que c'est des pays qui seraient potentiellement d'accord pour mutualiser les risques. Donc, en fait, les annulations de dette, c'est à peu près ça, parce que on fait une politique commune, le risque commun, ce serait potentiellement un peu plus d'inflation. Donc, et en fait, on se retrouve avec la France qui est d'accord, l'Italie qui est d'accord, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Irlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Slovénie, le Luxembourg, la Belgique et Chypre. Donc, en réalité, on a déjà 14 pays qui seraient pour ce genre de politique, plus les 6 membres du directoire dont on peut considérer que alors Lagarde, l'allemande Isabelle Schnabel, elle est considérée comme plutôt une colombe, donc elle serait plutôt d'accord. Enfin, donc en réalité, les rapports de force font que ce genre de politique est possible à la Banque centrale. Ce qui est très marrant, c'est que c'est potentiellement la politique la plus radicale et qu'en même temps, c'est celle qui est la plus probable politiquement, enfin en termes de rapport de force. Est-ce qu'une banque centrale internationale aurait intérêt à racheter la dette italienne? En réalité, les banques internationales rachètent des dettes des autres pays pour pouvoir faire de la politique de change, mais elles rachètent en petite quantité. Est-ce qu'une banque centrale aurait intérêt à racheter la dette italienne? Est-ce que ce serait vraiment intéressant? Ça veut dire qu'il faut créer de la liquidité. La Banque de Chine pourrait avoir intérêt pour des raisons géostratégiques. Voilà. Donc en fait, économiquement, il n'y aurait pas de route de la soie financière. Voilà. Exactement. Mais géopolitiquement, pour avoir une pression sur un État, oui, ce serait possible. Qui mettrait la pression sur la BCE et la Commission. Hein. Ouais. Et votre troisième, je sais plus s'il y avait une autre question. Emprunter auprès des Français. Ah, et emprunter. Donc, la dette française est détenue à 1/3 par des Français, à 1/3 par des Européens hors de France, et 1/3 par des étrangers. En réalité, le fait d'emprunter auprès des Français, ça aurait
à mon sens, un bénéfice, c'est d'éviter d'avoir des runs, donc éviter que les gens, enfin des étrangers, revendent la dette française à un moment parce qu'ils en veulent plus, parce qu'ils la trouvent trop risquée. Alors que si elle est détenue par des Français, ce risque est un peu plus faible. Mais en réalité, il me semble qu'il n'y a pas trop de risque d'illiquidité sur la dette française, donc je suis pas sûr que ce soit. Et puis en plus, on a des taux excessivement faibles, donc en réalité, je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'absolument nécessaire aujourd'hui. Mais après, ça s'appelle un peu, enfin, c'est une forme de répression. Je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, ça pourrait être possible, mais il me semble pas qu'économiquement ce soit quelque chose d'absolument nécessaire, à moins qu'effectivement une banque centrale étrangère s'en mette à racheter notre dette pour des enjeux géopolitiques. Ok. Olivier? Olivier? Je sais pas si Olivier est là. Ah, c'est bon, non, je vais plus mon micro. Bon, d'abord, merci pour cet exposé passionnant à deux voix. Qui ouvre bien des perspectives et en même temps, j'avoue que ça donne à la fois le vertige et en même temps un sentiment de sidération. Je m'explique. Ça paraît d'un seul coup tellement simple qu'on se demande quels sont les mécanismes, pourquoi ça bloque en fait, pourquoi tout devrait nous inciter, une crise sanitaire qui va se transformer en crise économique et sociale, une crise climatique qui vient. Donc on sait très bien qu'elle va produire des effets qui sont irréversibles sur la nature. Bon, des pays qui sont majoritairement dans le besoin, qu'est-ce qui fait que, en fait, on n'arrive pas à obtenir, même ne serait-ce que dans le débat public, de gagner plus de monde à cette thèse-là qui peut paraître presque, je parle de l'annulation de dette par la BCE, qui paraît presque, qui peut même apparaître comme une forme d'argent magique et une formule de gauchiste. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui bloque cette hypothèse? Moi, je pense que c'est beaucoup les dogmes dans lesquels on est. Hein. Quand on regarde l'histoire longue, la monétisation des dettes publiques, sous cette forme ou sous d'autres, hein, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment, notamment au lendemain de guerre. Hein. Si on prend au pied de la lettre le fait qu'aujourd'hui on va se retrouver après cette crise avec des niveaux d'endettement public qui ressemblent à des niveaux d'endettement public post-guerre, je veux dire, c'est des mécanismes exceptionnels qui ont déjà eu lieu dans l'histoire. Et quand je dis exceptionnel, pas tant que ça en réalité, parce que quand on regarde l'histoire des banques centrales sur longue période, on se rend compte que il y a des phases en fait. Il y a eu des phases au 19e siècle où les mécanismes de marché dominaient, où on était dans un rapport entre les États et les banques centrales qui n'était pas du tout un rapport de subordination en fait des banques centrales aux États. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on rentre dans un système où en fait on a largement un rapport qui ressemble à de la subordination de l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis c'est après, quand l'histoire des idées accompagne ça, hein, quand on a le néolibéralisme qui se met en place, la croyance dans l'efficience des marchés, etc. Eh bien, en même temps, on a un régime de banque centrale qui s'adapte. On a l'indépendance des banques centrales, on a cette idée qu'il faut des banquiers centraux conservateurs qui vont être des garants des politiques anti-inflationnistes et qui vont nous protéger contre le risque politique lié au cycle électoral, de faire un peu de relance juste avant des élections, etc. Et c'est à peu près au même moment qu'on a l'indépendance des banques centrales. Donc, si vous voulez, quand on regarde l'histoire longue, ce qu'on raconte n'est pas si iconoclaste que ça. Hein. Simplement, on est tellement façonné par 40 ans d'idéologie, hein, parce que c'est vraiment des dogmes hein, sur comment doit fonctionner l'économie, quels doivent être les rapports entre l'État, les marchés, etc., que on a l'impression que c'est des solutions qui sont complètement transgressives. Mais au regard de l'histoire longue, c'est pas transgressif en réalité. Hein. Peut-être, je rajouterais qu'effectivement, s'il y a 3 barrières à ce genre de mesure, la première, c'est une barrière cognitive où en fait, jusqu'à présent, les gens pensaient qu'on ne pouvait pas avoir une banque centrale qui avait un bilan déséquilibré. C'est-à-dire qu'on a une quantité de monnaie qui permet de racheter une quantité d'actifs et on pense qu'en fait, on n'a pas le droit d'annuler des actifs d'un côté puisque sinon on aura un gros passif et un petit actif.
en réalité, la banque centrale qui est en haut de la pyramide, elle peut se permettre de faire ce genre de choses. C'est la seule institution en fait qui peut se permettre de faire ce genre de choses. Et on a encore beaucoup de papiers académiques qui disaient jusqu'à peu qu'en fait ce genre de choses n'était pas possible, alors que ça l'est. Capture cognitive, enfin une forme de limite cognitive, ça commence à tomber. La deuxième chose, c'est qu'on a absolument peur de l'inflation. Il y a le dogme de la stabilité des prix en Europe. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas d'inflation. Donc, en fait, ce genre de mesures deviennent non plus un problème, mais une solution. Et qu'on a une banque centrale qui est indépendante, donc qui peut s'arrêter de mettre en place ce genre de politique au moment où ça devient vraiment trop inflationniste. Donc, autant bénéficier des institutions qu'on a. La troisième chose, c'est le droit qui a tendance à interdire les choses. Et on voit bien qu'en fait, la Banque centrale européenne a remis en cause, en fait, les gros dogmes les grosses, disons, elle a remis en cause le fait de racheter de la dette souveraine sur les marchés secondaires. Elle pourrait aujourd'hui remettre en cause la question de l'annulation. Et en fait, on a vu dans le premier cas que c'était bénéfique, parce que si la Banque centrale n'avait pas fait ce qu'elle avait fait en 2012, la crise aurait été beaucoup plus forte que ce qu'elle a été. Donc en fait, ça tombe au fur et à mesure. Et je pense que dans le champ académique, les gens vont se rallier au fur et à mesure à ce genre d'idées. Il y a déjà des grands professeurs qui vont dans ce sens-là, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on dit là de la création de monétaire pour financer l'État, c'est ce que porte la moderne monetary theory aux États-Unis, qui en fait qui sont les économistes qui conseillent Bernie Sanders pour sa campagne. Et en fait, ils font l'objet d'énormément de critiques. Ils font l'objet d'énormément de critiques dans les journaux aux États-Unis. Alors que c'est une idée qui vient à l'origine de Milton Friedman. Donc, pour vous dire à quel point ça transcende les idées, Bernanke, qui est devenu président de la Fed, l'avait conseillé pour le Japon en 2003. On a des grands économistes au MIT qui le proposent. Donc, en fait, ça commence à tomber et il y a fort moyen que dans peu de temps, les critiques qu'on faisait à l'égard de la moderne monetary theory se retournent contre les propres personnes qui les avaient professées. Alors, il y a une question de Daniel Goldberg, mais je crois que et puis Boris avait une autre question à poser, mais peut-être Daniel. Oui, bonjour. Attends, je mets mon micro. Bonjour et ma caméra. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. En fait, j'avais 3 questions rapides. Je vais exprimer rapidement. La première, par rapport au développement que vous avez fait sur la fragilité des réseaux bancaires. Suite à 2008, il y avait eu tout le processus des négociations de Bâle 1, 2, 3 et qui devait normalement protéger les réseaux bancaires par la constitution d'actifs solides. Donc je voulais savoir le regard que vous posez par rapport à ça, puisque une des conséquences, par exemple, notamment lors de Bâle 3, vous avez cité les questions du logement qui était, à mon avis, justifiée en termes d'inégalité. Lors de Bâle 3, une des conséquences ou peut-être des obligations qui pouvaient nous être faites en France était de changer notre système de crédit immobilier pour le mettre beaucoup plus sous la forme anglo-saxonne. Donc peut-être a posteriori, quelle vision vous avez de ces négociations par rapport à la solidité ou non, et plutôt ou non, de ce que j'en ai entendu tout à l'heure, du système bancaire. Le deuxième point, vous l'avez cité très rapidement aujourd'hui, mais c'est largement développé dans votre note, c'est le concept de monnaie hélicoptère, drone monétaire, etc. Peut-être vous pourriez développer aujourd'hui, puisque dans une précédente audition, nous l'avions déjà abordé, mais bon... c'est l'autre partie, je crois, de la proposition que vous développez dans votre note en termes de création monétaire, cette fois-ci directement en direction des particuliers. Et puis moi, troisième question en lien avec ce que disait l'intervention, la question de Boris tout à l'heure, c'était si on ne fait pas d'emprunt directement auprès des particuliers, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de rediriger plutôt, de diriger les fonds dormants de l'assurance vie, qui sont des fonds très importants, qui ne sont pas vraiment au développement de notre appareil productif dans le sens de son verdissement, et d'utiliser avec des moyens adéquats, pas forcément, j'allais dire, ça peut être des volontés d'agir en ce sens-là vers, la transition écologique. Voilà, merci. Avant que vous répondiez, je signale aux camarades qui nous écoutent que on éditionnera peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, Jésabelle Coupet, qui porte beaucoup les problématiques de monnaie hélicoptère,
dans une version qui a évolué. Hein, elle a fait un texte avec Aurore Laluc récemment, voilà, où elle ouvre l'hélicoptère monnaie aux entreprises. Enfin, elle est plus tout à fait sur la position initiale. Donc, on l'entendra dans probablement 15 jours à peu près. Laurence, tu veux répondre aux questions 1 et 3 et je m'occupe de répondre à la question de l'hélicoptère monnaie. Donc sur les questions de BAL 3, en fait, effectivement, je dis pas du tout que les banques sont pas mieux capitalisées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient. Hein. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'a pas changé vraiment de philosophie en fait de réglementation financière. C'est-à-dire notamment, on laisse toujours notamment les banques les plus grosses calculer elles-mêmes leur actif pondéré par les risques. Et il y a un très récent rapport de la Banque des règlements internationaux qui montre à quel point, en fait, et qui pointe à quel point elles manipulent en réalité leur ratio de capital via le calcul de l'actif pondéré par les risques. Donc, on n'a pas rompu. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la philosophie de laisser les banques elles-mêmes calculer l'actif pondéré par les risques, donc, in fine, leur ratio de capital, puisque c'est un ratio... on peut imposer le numérateur si on les laisse calculer le dénominateur avec une marge considérable d'interprétation. Hein. Il y a eu des travaux qui montrent que un même portefeuille d'actifs, selon le modèle des banques, puisqu'elles font tourner elles-mêmes leur modèle de contrôle des risques pour obtenir le calcul du dénominateur, ça pouvait aller de 1 à 3. C'est-à-dire vraiment, c'est considérable. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que face à la complexité de la finance, le régulateur, au lieu d'imposer une simplification, en fait, et des structures financières et des produits financiers, en fait, il est toujours à la course derrière, en fait, et évidemment, du coup, il a toujours une longueur de retard. Hein. Donc, moi, ce pourquoi je plaiderais, c'est pour une grande simplification en fait des réglementations financières et puis des réglementations de structure, chose qu'on n'a pas faite. Des projets ont été engagés, mais ont avorté, notamment le projet de la réforme de la structure des banques. Le fait de séparer les activités de marché et les activités de banque commerciale, c'est-à-dire prêt aux ménages et aux PME notamment et gestion des dépôts. Or, si on avait fait ces mesures-là, on n'aurait pas les banques systémiques énormes qu'on a face à nous et on n'aurait pas donc, s'il faut les renflouer, à mettre autant d'argent public que ce qu'on va être obligé de faire s'il s'avère qu'on est obligé de les renflouer. Parce que la seule partie de la banque qu'on aurait eu vraiment à renflouer, c'est la partie banque qui soutient vraiment l'économie, c'est-à-dire celle qui fait du crédit, en fait, aux ménages, aux PME, c'est-à-dire là où vraiment il est nécessaire de soutenir. Donc, en fait, ce qui s'est passé après la crise de 2008, et c'est vraiment très impressionnant, c'est qu'il y a une fenêtre de tir. Quand on lit les attendus du sommet de Pittsburgh, le diagnostic était le bon. C'est-à-dire on avait vraiment repéré les endroits et les problèmes qu'on devait résoudre en termes financiers, les banques systémiques, la question des dérivés, du shadow banking, etc. Et puis très très vite, le potentiel de lobbying des banques s'est reconstitué. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Et on s'est arrêté sur un tout tas de dossiers au milieu du gué, quoi. Et donc, certes, les banques sont mieux capitalisées, c'est indéniable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des améliorations, mais on n'a pas fait, je pense, les réformes majeures qui mettaient vraiment sous protection. Et puis, les banques se sont arrangées pour vider un peu de leur sens un certain nombre de réglementations, en jouant notamment sur la complexité. Donc voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Sinon, pour ce qui est effectivement d'utiliser l'assurance vie éventuellement mais pas seulement l'assurance vie, faire des réglementations concernant les assurances, mais pas que, pour aider à la transition écologique. Pour cela, il faudrait qu'on n'ait pas seulement une taxonomie verte. Il faut absolument qu'on ait une taxonomie brune. Parce que on peut très bien avoir des portefeuilles avec des produits dits verts, parce que les activités, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est un peu trop technique, je pense, sur la taxonomie. Mais tant qu'on n'aura pas la désignation de quelles sont les activités pour lesquelles on doit avoir
sur un renchérissement du coût de financement, c'est-à-dire les pénaliser véritablement dans le financement, on n'aura pas avancé. Et d'autant plus que le fait de les pénaliser, c'est économiquement totalement justifié, pas seulement d'un point de vue de la transition écologique, hein, mais d'un point de vue purement financier. Parce que dès lors que les États mèneront des politiques de transition écologique qui seront crédibles, eh bien, ça veut dire que ces actifs vont se dévaloriser, puisqu'on sait que actuellement, si on brûle tous les actes, tous les réserves de pétrole, de gaz, etc., qui sont déjà valorisées dans les bilans des entreprises extractives, on est sur une trajectoire 5 degrés. Donc ça veut dire que non seulement, on doit arrêter la prospection, mais en plus de ça, on doit dévaloriser des ressources qui sont déjà trouvées, enfin des champs pétroliers qu'on a déjà trouvés. Donc ça veut dire que dès lors que les États auront une politique contre le réchauffement climatique crédible, on va avoir un effondrement du prix de ces actifs-là, puisque pour avoir une politique active, crédible contre le réchauffement climatique, il faut laisser le pétrole dans le sol, il faut laisser le gaz dans le sol. Donc ça veut dire qu'il y a un risque qu'on appelle d'échouage massif de ces actifs, avec des effets de cascade sur l'industrie automobile, sur tout un tas de secteurs. Donc ça veut dire qu'il est parfaitement justifié de pénaliser ces actifs-là, même simplement d'un point de vue financier, sans même se poser la question de... Et donc, tant qu'on n'aura pas cette taxonomie brune, ça sera très difficile, en fait, d'avancer et d'utiliser la réglementation financière pour favoriser la transition économique. Parce que il suffit pas juste de favoriser le vert, il faut désinvestir massivement du brun. Et tant qu'on n'a pas la définition précise de ce que c'est que le brun, on le fait pas. Alors en réalité, il y a une taxonomie NAS qui existe, qui pourrait être utilisée, qui est une alternative suffisante, pour qui pourrait servir déjà à engager le désinvestissement. Voilà, je te laisse la parole, Baptiste. Alors sur la... On t'entend plus. Ah, vous m'entendez? Si, ça y est. Sur la question de... J'ai un écho terrible. Sur la question de l'hélicoptère monnaie, en fait, c'est la même philosophie que des annulations de dette publique. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce que j'appelle la monnaie éternelle. En fait, la banque centrale, si elle achète des titres publics, donc elle crée de la monnaie, et si elle les annule, elle accepte de ne jamais récupérer cette monnaie. Donc les liquidités restent dans le système. Et la monnaie hélicoptère, c'est exactement la même chose. On donne de la monnaie et on ne demande pas aux gens de la rembourser. Donc en fait, c'est de la monnaie qui reste dans le système. Donc que ce soit les annulations ou la monnaie hélicoptère, à chaque fois, c'est de la monnaie éternelle. Et d'ailleurs, l'idée vient à chaque fois de Friedman. Donc les annulations, c'est un article de 48 Friedman, et l'hélicoptère monnaie, c'est un article de 1969 Friedman. Donc cette idée qu'on peut financer l'économie non pas par l'impôt, non pas par la dette, mais par juste la monnaie, c'est du Friedman. Les deux choses sont équivalentes. La question qu'on pose après, c'est de savoir à qui on veut donner cet argent. Est-ce qu'on préfère que l'argent se dirige vers les individus, ou est-ce qu'on préfère que l'argent se dirige vers les États? Et alors, le gros avantage de donner de l'argent aux individus, c'est de retrouver une philosophie en termes de revenus universels, donc de donner aux gens 200 € en plus, par exemple, pour vivre. Et voilà, c'est un complément de revenus, et c'est très bien à ce niveau-là. Cependant, moi, je préfère la vision en termes de monnaie qui va à l'État pour 3 raisons. La première, c'est que l'inflation, elle est différente dans la zone euro. Et c'est ça qui pose problème à la politique monétaire, c'est qu'elle a tendance à ne pas agir de la même manière sur tous les pays. Si vous faites de l'hélicoptère monnaie de la même manière pour tous les personnes qui habitent dans la zone euro, vous allez créer de l'inflation là où il y en a déjà trop, au même titre que vous allez créer de l'inflation là où il y en a pas assez. Alors que si la Banque centrale se permet de donner de la monnaie aux États qui ont un problème d'inflation, voilà, une fois ça pourrait être l'Italie parce que c'est elle qui a un problème de déflation, une autre fois ça pourrait être l'Allemagne parce que c'est elle qui a un problème. Donc ça permet d'hétérogénéiser la politique monétaire. Le deuxième point, c'est de savoir si on donne de l'argent aux individus. Alors, première chose, non. Si on donne de l'argent aux individus, est-ce qu'elle sera forcément consommée? Est-ce qu'elle sera pas laissée sur un compte en banque
Et on sait que quand c'est laissé sur un compte en banque, les liquidités, du coup, sont dans les mains de d'une banque de second rang, en fait, d'une banque commerciale qui elle-même peut aller les replacer sur les marchés financiers, etc. Donc la question, c'est de savoir est-ce que ce sera forcément consommé. Alors que quand vous donnez de l'argent à l'État, l'État, il fait de la dépense publique. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de souci. On est sûr que tout l'argent qui est donné à l'État est transformé en dépenses. Sur la question du revenu universel, l'État, une fois qu'il récupère la monnaie, peut très bien décider de la redistribuer selon des processus qui d'ailleurs seraient beaucoup plus redistributifs qu'un revenu de 200 euros pour tout le monde. Mais il peut décider de diriger les fonds vers les catégories qu'on a le plus besoin. Et le dernier élément, c'est que quand vous donnez l'argent à l'État plutôt qu'aux ménages, quand vous donnez aux ménages, vous créez de la consommation. Donc, dans un monde où on nous dit de moins consommer, c'est paradoxal. Alors que quand vous donnez à l'État, l'État peut investir et peut investir dans les biens dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la transition écologique, etc. Donc, il y a un problème de ciblage, en fait. Dans voilà, un cas, on donne la possibilité de cibler, dans l'autre, non. Voilà. Il y a une version là qui est celle qui se développe en ce moment et sur laquelle Gisèle Coupet arrive. Hein, c'est aussi à destination des entreprises et en particulier des TPE, PME, où on a un financement direct à destination des entreprises et ce qui rejoint d'ailleurs la question. L'une des difficultés de la politique actuelle du gouvernement, c'est son incapacité, en fait, à traiter un certain nombre de petites entreprises et de difficultés de petites entreprises. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, aujourd'hui, demande en fait de l'hélicoptère-monnaie. Aujourd'hui, elle a fait la demande d'hélicoptère-monnaie à destination des petites entreprises. Donc, bon, comme d'habitude, bon, qu'est-ce que vous en pensez quoi, là, de ça? L'hélicoptère monnaie par les entreprises. En soi, je veux dire, si on donne l'argent à l'État, l'État peut lui-même redistribuer aux entreprises et distribuer, par exemple, plus aux entreprises qui considèrent aller dans le sens de la transition. Le tout, c'est que si on donne à l'État, c'est juste plus, enfin, on peut avoir un débat démocratique sur la direction dans laquelle on veut que l'argent aille. Alors que si c'est la Banque centrale qui décide d'elle-même, bon, ça peut être effectivement, si ça va vers les PME, ça peut être très efficace puisqu'on sait que c'est elles qui ont le plus de difficultés à se financer, notamment en France et dans les pays du Sud. Après la crise. Donc ça peut être efficace, mais il y a juste pas ce débat en fait parlementaire qui permettrait de diriger les fonds, quoi. Sur la question des ménages, non seulement moi il me semble que c'est pas forcément la meilleure solution, mais en plus c'est excessivement difficile à mettre en place. Quand vous annulez de la dette publique pour un État, c'est facile. Vous lui dites il se trouvait que vous deviez rembourser à ce moment-là, en fait vous remboursez pas, voilà, c'est terminé. Quand vous versez de l'argent aux ménages, alors ça va pas être simple de déterminer toutes les personnes en zone euro et leur compte bancaire, parce que quand vous avez plusieurs comptes bancaires sur lesquels on vous verse l'argent. Ensuite, est-ce que vous donnez de l'argent aux personnes qui ont moins de 18 ans? Si oui, combien vous leur versez? Si c'est les parents est-ce que vous versez sur le compte de l'enfant ou est-ce que vous versez sur le compte des parents? Quand les parents sont divorcés, est-ce que vous donnez à l'une personne ou à l'autre? Les États-Unis, là, le font. Donc, budgétairement. Ils le font par voie budgétaire. C'est pas la Banque centrale. C'est différent. Tu vois, c'est quand même un peu. En termes de faisabilité, est-ce que c'est. Oui, non, mais bien sûr, je pense que c'est faisable. Moi, ce qui me pose par contre problème, c'est le fait que je ne vois pas au nom de quoi ça bénéficierait à tous, quoi. Il y en a qui trinquent beaucoup plus dans cette crise que d'autres, et je pense que la question du ciblage est super important. Et à la limite, même vis-à-vis des PME, je pense que il y a des PME, alors très peu probablement, mais la situation dans laquelle on est là va probablement booster certaines activités auxquelles on ne pensait pas nécessairement. Donc, moi, je pense que la question du débat démocratique sur comment, en fait, sont alloués les fonds est essentielle. Et c'est pour ça que, comme Baptiste, dans les deux, on a présenté les deux. Mais évidemment, notre préférence va à l'annulation des dettes, notamment parce que déjà, il y a un problème démocratique qui soit que c'est la Banque centrale qui fait ça. Or, s'il y a bien une instance où il y a un défaut de démocratie, c'est d'ailleurs tout le paradoxe. C'est que l'institution qui peut nous sauver, c'est une institution qui ne rend pas de compte, en fait. Et donc c'est un moyen de redonner la parole, en fait, à des instances démocratiques, le fait que ce soit les États qui en bénéficient. Et par ailleurs, la question de la transition écologique est tellement aiguë, on a tellement peu de temps pour agir, que je pense que ça doit vraiment être ça qui est favorisé. Et si on prend la rénovation énergétique des bâtiments, ça a en plus l'avantage de créer beaucoup d'emplois.
parce que c'est des artisans qu'on met au travail sur ces questions-là, hein, avec la formation de filières entières, etc. Donc, sincèrement, et je voudrais dire autre chose, c'est que la fameuse note Veblen sur le drone monétaire, elle a été rédigée avant la crise, et en fait, l'argument essentiel, c'était d'utiliser la transformation actuelle vers les monnaies centrales digitales pour pouvoir expérimenter ça. Donc, c'était pas du tout une mesure contre la crise aiguë qu'on connaît aujourd'hui. C'était parce qu'on allait avoir, mais on les a pas encore, les dispositions techniques le permettant à travers les monnaies centrales digitales où chacun des citoyens, il y a différents scénarios, mais il y en a certains où les citoyens auraient directement un compte à la Banque centrale européenne, ça rendrait les choses possibles. Mais en l'occurrence, là, les monnaies centrales digitales, on est encore qu'à l'expérimentation, quoi. On n'a pas l'outil, hein. On n'a pas l'outil. Donc, de toute manière, je pense que ça devrait transiter par le budget, par l'État, hein, qui est le seul qui a les foyers fiscaux. Enfin, voilà, quoi. On a une question de Sébastien Guyon. Je ne sais pas s'il est encore avec nous. Oui, si, je vois. On t'entend. Enfin, on t'écoute. Oui, bonjour. Merci encore pour tout ça. Du coup, j'ai deux questions. Alors, une que j'ai envoyée tout à l'heure sur WhatsApp. Merci encore beaucoup. Attends, je la reprends parce que du coup, je l'ai oublié. Un instant. Oui, tout à l'heure, Baptiste Bridonneau parlait d'une réflexion à long terme sur la taxation, l'imposition. Quelle piste, en fait, vous envisagez, vous proposez sur ces taxations? Et ma deuxième question, c'est sur l'annulation de la dette. Est-ce qu'il est envisageable d'appliquer un tel mécanisme aux collectivités territoriales? Alors, je me doute bien, pas via la BCE, mais via un autre... voilà. Est-ce que ce serait envisageable, et même judicieux? Merci. Laurence, tu veux répondre sur la question de la taxation? Alors, sincèrement, l'annulation de la dette des collectivités territoriales, j'y ai pas du tout réfléchi, moi. Peut-être que Baptiste a une idée. Sur la question de la taxation à long terme, moi, je pense que cette crise, évidemment, elle va, elle rebat complètement les cartes du débat, notamment sur la taxation des multinationales. Sur l'évasion fiscale, sur la taxation du capital, sur la taxation des patrimoines, parce que je vois pas comment, au sortir de cette crise, on pourrait nous ressortir les arguments des premiers de cordée, du ruissellement, etc. Enfin, je veux dire, c'est juste inaudible là. C'est juste inaudible. Donc, je pense que ça devrait normalement remettre. Mais alors, je pense pas immédiatement, hein, parce que je pense pas que la sortie de la crise, ça va être une sortie où on va mettre de nouveaux impôts, quel que soit sur qui on les met en fait. Hein. Je pense dans un premier temps. Le maire a déjà exclu la piste de la fiscalité. Hein. Il a été très clair. Mais je pense à la limite que à court terme, je pense pas qu'il faille mettre de la fiscalité à court terme. Je pense que ça c'est dans un second temps. Je pense. Actuellement, ce qu'il faut, c'est créer de la dette. Quoi. Il faut assurer. Il faut pas que ce soit juste, à mon avis, des crédits aux entreprises. Quoi. C'est pas des reports de charges, c'est des annulations de charges qu'il faut. C'est des annulations d'impôts pour un certain, enfin tu vois, c'est bon bref. Donc à plus long terme, en fait, je pense que ce qui devrait revenir sur le devant de la scène et probablement augmenter la volonté, notamment des pays européens, d'aller dans ce sens-là, hein, c'est tout ce qui concerne la taxation des multinationales, la question des prix de transfert, de où les profits apparaissent, etc. Hein. Donc et puis la question de la taxation des patrimoines. Alors ça peut être sous forme d'ISF, ça peut être sous forme de taxation sur les successions, hein, ou ça peut être sous forme d'un gros impôt sur les patrimoines one shot qui serait voilà quoi, qui était une proposition de Piketty, pas dans son avant-dernier bouquin. Donc voilà, je pense que ça va changer l'état d'esprit normalement parce que certains arguments tout simplement portés par les gouvernements sont pas audibles après ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment. Sur la question de la dette des collectivités territoriales, l'énorme différence en fait qu'il y a par rapport aux dettes des États centraux, c'est que elles sont détenues exclusivement par des banques, enfin par des banques privées, par des acteurs privés. Et donc du coup, s'il y a une restructuration de ces dettes, ça met en difficulté les acteurs privés. C'est la même raison pour laquelle, à mon sens, c'est pas une bonne idée de restructurer la dette privée des États,
puisque ça met en difficulté les institutions qui les détiennent. Alors non pas que j'ai pas envie de faire payer la Société Générale et la BNP pour l'État français, mais le problème c'est juste que ce que l'État gagnerait à restructurer une dette privée détenue par la Société Générale et la BNP, elle repaierait en devant recapitaliser ces mêmes banques qui seraient en difficulté. Donc en réalité, à mon sens, c'est trop risqué aujourd'hui de restructurer une dette détenue par des agents privés. Et c'est la raison pour laquelle il faut axer sur la Banque centrale. Et vu que la dette des collectivités territoriales n'est pas détenue par la Banque centrale, du coup, mieux vaut ne pas y toucher, à mon sens. Ok, merci. Boris? Oui, rapidement. Moi, la question que je me posais, c'était quelle était la place dans le grand bordel international du FMI avec les droits de tirage spéciaux, notamment. Et puis, c'est pour dire à Stéphane et puis à Laurence que on a commencé de travailler notamment avec Gabriel Zucman sur la taxation des multinationales. On a formulé des propositions même à l'Assemblée nationale qui ont eu un succès d'estime, c'est-à-dire que la réponse de Darmanin a été vous aviez qu'à le faire quand vous étiez au pouvoir, sans quoi il n'est peut-être pas tort, mais bon, on peut pas vivre que de regrets. Voilà. Quand tu dire le pouvoir, moi je vois que ça. Hein. Mais c'est ça, exactement. Et puis par ailleurs, on réfléchit aussi. Le Sénat avait fait une proposition sur, en effet, la taxation des successions, parce que c'est vrai que 250 milliards transmis chaque année pour n'en prendre que 13 milliards, on se dit qu'il y a quand même des latitudes importantes, même sans, j'allais dire, retaxer ce qu'il a déjà été par le travail. Peut-être sur la question du FMI, moi il me semble que alors aider les États financièrement c'est une bonne chose. Reste-t-il que les États devront rembourser un jour. Or on sait que s'ils remboursent, ça fera moins de dépenses publiques, à la fois pour relancer l'inflation et à la fois pour investir là où c'est nécessaire. Donc à mon sens c'est pas la voie à prendre. Au même titre que là on a beaucoup de propositions qui visent à faire financer la relance de certains pays par soit la Banque européenne d'investissement, soit le mécanisme européen de stabilité. Et en fait, c'est toujours la même logique, quoi. Alors certes, on peut donner des fonds aux États avec des taux d'intérêt plus faibles, mais reste-t-il qu'ils devront le rembourser. Et déjà que avant la crise, ces États n'arrivaient pas à faire de dépenses publiques nécessaires. Enfin, on le voit aujourd'hui en Italie, quoi, pour financer les services publics, etc. Alors en plus, leur demander de rembourser des fonds qu'on va leur prêter. Si d'ailleurs on ne met pas de conditions, parce que si on leur demande de faire des politiques d'austérité après, à mon avis on est mal fichu. Bon, bref, la question d'avoir des institutions, que ce soit le MES ou que ce soit le FMI qui prête aux autres États, à mon avis c'est ce qui va avoir lieu, mais c'est à mon avis pas la meilleure solution non plus. J'ai pas suivi là. C'est une proposition qui est ressortie là. Le FMI rentre dans le jeu en ce moment. Alors non, en fait ma question, j'aurais pas à dire ma source, elle est très récente, c'est que il y a Strauss-Kahn qui fait une interview qui fait une tribune dans la revue française de politique internationale et qui appelle à ce que notamment les pays pauvres soient aidés par le FMI via les droits de tirage spéciaux. Ouais. D'accord, ok. Évidemment, c'est différent des pays européens. En réalité, les Européens et les Américains ont un droit de vote au FMI parce qu'ils ont suffisamment de tirages spéciaux pour avoir plus que 15%. Ouais, du coup, la majorité se prend à 85%, du coup, peuvent avoir un droit de vote. Ça risque d'être problématique si du coup ils mettent leur droit de vote quand le FMI veut financer certains pays pour les aider contre la crise. Donc effectivement, ça pourrait être une solution. Au-delà de la question de l'Europe, effectivement, ça pourrait peut-être une solution de revoir la répartition des droits de tirage spéciaux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions de camarades? J'ai vu des interventions là sur la boucle, parce qu'on est en parallèle sur une boucle WhatsApp, mais je n'ai pas vu de demande de prise de parole explicite. Est-ce qu'il y en a de questions? Sinon, moi, j'ai quelques questions supplémentaires à poser. Non, pas de questions? Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur au moins 2 points qui sont l'inflation et l'immobilier. À un moment, Laurence, tu as fait état d'une crainte d'un krach sur l'immobilier. En même temps, on peut se dire que, donc on voit, je devine les mécanismes que tu as en tête qui
qui pourraient conduire à ça, mais bon, si tu peux les réexpliciter pour vérifier que je devine correctement ce que tu peux anticiper, mais il y a aussi des effets qui peuvent aller dans l'autre sens et qui sont un effet de valeur refuge. Bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu en penses? Et même question sur l'inflation. C'est-à-dire que tout à l'heure, je crois que c'était Baptiste qui disait que on était dans une situation où l'inflation restait sans arrêt maîtrisée. Mais ça, c'était avant le bouleversement majeur qui vient de nous tomber sur la gueule. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut quand même être assuré qu'on restera dans cette situation? Moi, j'ai l'impression que non, il faut qu'on repense les choses. Mais alors après, peut-être que dans les mécanismes, effectivement, les principaux ressorts nous amène à penser que il y aura plutôt un effet déflationniste, ce que je crois, un effet déflationniste plutôt qu'une reprise de l'inflation. Voilà. Sur ces deux points-là, est-ce que vous pouvez revenir? Et puis une troisième question qui est aussi sur les histoires de shadow banking qui nous avait beaucoup notamment toi, hein, Laurence, qui t'avait quand même un peu mobilisé antérieurement. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Qu'est-ce que tu en vois? Qu'est-ce que tu en crains? Et lié à ça, revenir sur peut-être expliciter ce que tu as expliqué dans ton bouquin sur la fascination de l'ogre, sur les raisons qui ont amené à ce qu'on s'arrête à mi-chemin sur la régulation. Peut-être. Du conflit d'intérêt. Je commence peut-être sur l'inflation et je te laisse sur les autres questions. Alors, moi, ce qui me semble être une réalité sur l'inflation, c'est que, alors, si on fait rien, on se dirige plutôt vers de la déflation, puisque déjà c'était la tendance naturelle. Hein, depuis 2013, la BCE n'arrive pas à atteindre sa cible. En plus, aujourd'hui, on a des mécanismes du type baisse du prix du pétrole qui fait qu'on va avoir encore plus de tensions déflationnistes qu'il n'y en avait, en fait. On peut avoir, par ailleurs, quelques tensions inflationnistes sur quelques produits qui auraient du mal à être produits. Bon, par exemple, les masques aujourd'hui, hein, il y a de l'inflation. Juste des inflations sur quelques produits. Ah, on t'a perdu. Donc, on avait fait à l'inflation sur les masques, sur quelques produits. Puis ok, d'accord. Donc, inflation sur quelques produits, sinon tendance générale à déflation comme on l'a eu auparavant. Quand je parlais de risque d'inflation, c'est évidemment si du coup on annule de la dette publique parce que on relance énormément, enfin on relance, tout pourrait être contrôlé par la Banque centrale, hein, mais on relance la dépense publique. Et donc, du coup... avant ça, donc avant cette potentielle mesure, pour vous, le risque est déflationniste avec ponctuellement une. Ouais. En réalité, moi je pense que ça continuera comme ça a continué. Pourquoi en fait on a si peu d'inflation, c'est que on a peu de demande par rapport à l'offre, et en fait ou par la demande, bah en fait à mon sens quand les gens obtiennent des revenus, bah il y a trop de ces revenus qui vont vers les actifs mobiliers et immobiliers. Donc en fait les gens investissent une partie de leurs revenus dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que le prix augmente, donc évidemment c'est très intéressant de le faire. Pareil pour les actifs financiers, et du coup bah une partie des revenus n'est pas utilisée vers des activités productives, hein, que ce soit juste de la consommation ou que ce soit de l'investissement, parce que les deux sont de la demande. Donc en fait, pour moi, c'est la raison pour laquelle on a si peu de réussite dans la. On ne demande pas d'avoir une inflation énorme, hein, mais juste de pas être déflationniste, parce que la déflation augmente les dettes, etc. C'est ça qui est problématique. Peut-être que ça vaut le coup, je sais pas si, enfin, j'imagine que tous ceux qui nous suivent sont au courant de ça, mais peut-être que ça vaut le coup de prendre une seconde sur le risque déflationniste et les mécanismes qui sont derrière. Ouais. Parce que c'est pas si simple, en fait. En réalité, notre politique monétaire, elle fonctionne sur le fait qu'on ait de l'inflation. Pourquoi? Parce que si on a donc un taux réel, le taux sur lesquels on se fonde pour investir, sont égaux au taux nominal moins l'inflation. Donc en réalité, si je m'endette de 100 000 euros pour acheter une maison et que je la rembourse sur 20 ans, s'il y a de l'inflation, j'ai toutes les chances d'avoir une augmentation de salaire qui va aller dans le sens de l'inflation. Et du coup, quand je rembourserai une mensualité de 1 000 euros dans 20 ans, je rembourserai 1 000 euros alors que mon salaire aura énormément augmenté. Il sera par exemple à 8 000 euros s'il y a vraiment eu beaucoup d'inflation. Donc en fait, quand je gagnerai 8 000 euros, rembourser 1 000 euros, c'est rien. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que quand il y a de l'inflation, on a tout intérêt à s'endetter, et au contraire, c'est très mauvais pour les gens qui vont prêter.
Donc, ce qui se passe, c'est que le taux réel est égal au taux nominal moins l'inflation. Hein, c'est ce qu'on paye vraiment. Donc, faut pas seulement regarder la mensualité, mais aussi comment évolue l'inflation à côté. Et le problème, c'est que donc du coup, quand vous avez une inflation qui se transforme en déflation, vous avez donc taux nominal moins quelque chose de négatif. Donc, en fait, vous avez taux nominal moins un chiffre. Donc en fait, ça fait taux nominal plus quelque chose. Et donc ce qui fait qu'on baisse les taux nominaux autant qu'on peut. Et quand on arrive à zéro, et ben du coup on a taux nominal égale zéro plus quelque chose. Donc en fait, on n'arrive pas à baisser les taux réels en dessous de zéro parce que la déflation vient augmenter le niveau des taux réels. Et du coup, la politique monétaire n'arrive plus du tout à fonctionner une fois qu'on a de la déflation. D'où l'intérêt pour une politique monétaire de rester en permanence à un niveau d'inflation, alors pas très fort, hein, parce que surtout ils veulent pas beaucoup d'inflation, et négatif. Et en fait, on se rend compte que la déflation est beaucoup plus dangereuse que l'inflation. Donc voilà surtout pour la raison pour laquelle ils veulent pas faire il faut pas qu'il y ait de la déflation pour que la politique monétaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Laurence ? Oui, donc je converge avec l'analyse qui est faite. Hein, l'inflation est beaucoup moins dangereuse que la déflation et c'est très très étonnant, je trouve, cette inertie. Alors je pense qu'il y a un effet d'âge en fait des décideurs, des policy makers, qui fait que on ressurgit toujours le risque d'inflation, alors qu'effectivement depuis, disons depuis les années 90. On a plus souvent eu le risque déflationniste que de risque inflationniste. Hein. Moi, je me souviens, j'étais aux États-Unis en 2003 et à ce moment-là, Bernanke avait fait un discours. On craignait le risque déflationniste aux États-Unis, donc 2003. Hein. Et c'est la première fois qu'il a parlé d'armes monétaires non conventionnelles. Et donc, c'est également en 2002 que le Fed a sorti un rapport où ils analysaient la déflation japonaise et toutes les erreurs de politique économique qui avaient été faites par le Japon et qui expliquaient cet enlisement dans la déflation. Or, parmi les erreurs de politique économique, il y en a une qu'on fait systématiquement en Europe, c'est de calibrer la politique monétaire sur une anticipation d'inflation qui surestime l'inflation qui est vraiment réalisée. Donc en fait, ça veut dire qu'on met des politiques monétaires presque trop restrictives. Et c'est pour ça qu'on dit que face au risque de déflation, il faut être très préemptif. En fait, il faut avoir une politique immédiate de lutte très forte contre la déflation. Alors que l'inflation, la vérité, on sait comment la juguler. Hein. Une inflation forte, et ben vous mettez vos taux d'intérêt très très élevés, vous allez la casser. Hein, vous allez casser la croissance, mais vous allez casser aussi l'inflation. Alors que la déflation, pour les raisons qu'a donné Baptiste, qui sont liées au taux d'intérêt réel et au plancher des taux nominaux. Alors pourquoi on peut pas avoir des taux nominaux à moins 5% ? De manière très simple, hein, c'est parce qu'on pourra toujours à ce moment-là convertir en cash. Et donc on a toujours l'arbitrage avec détenir du cash qui a un taux nominal à 0. Donc ça veut dire que, alors en raison du fait qu'il y a des coûts à détenir du cash, etc., ça veut dire que la limite des taux nominaux à 0, elle est en fait un petit peu inférieure à 0. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des facilités, la Banque centrale a des taux négatifs de refinancement et le taux sur les facilités de dépôt, et qu'on arrive à avoir aussi des taux négatifs sur les marchés, mais négatifs qui sont bornés néanmoins. Et en fait, ce qui fait la borne, c'est que c'est pas très très négatif, quoi. On arrive à aller jusqu'à moins 0,8, moins 0,7, grand maximum. Parce qu'en fait, jusqu'au point où sont compensés tous les coûts qu'il y a à détenir du cash à la place. Donc ça veut dire, et donc du coup, si vous avez une déflation, moins 3% de baisse des prix, vous vous retrouvez avec des taux réels très élevés, donc un alourdissement de votre charge de dette, et c'est excessivement récessif, quoi. Et là, on est démunis, on sait pas quoi faire. Keynes en son temps avait décrit la trappe à liquidité, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment peur de la déflation. L'inflation, franchement, aujourd'hui, on en aurait besoin, quoi. Ça nous aiderait à dévaloriser de manière relativement peu douloureuse les dettes, dès lors que l'État s'arrangerait pour avoir une politique de revenus qui permette de compenser pour ceux à qui ils veulent compenser. Voilà, et c'est le moment de le faire, quoi. On voit bien aujourd'hui qui... aussi pour les Corona Bonds. Voilà. Et alors, pour ce que tu m'as posé comme question sur l'immobilier, alors pourquoi je pense qu'on va probablement vers une forte baisse des prix de l'immobilier ? Pour une raison très simple,
c'est que le marché de l'immobilier, c'est un marché de stock, comme d'ailleurs les marchés boursiers. C'est-à-dire qu'en fait, l'offre est relativement rigide. L'immobilier nouvellement construit, c'est très faible par rapport au stock. Donc ça veut dire ce qui fait le prix, c'est la demande, c'est pas l'offre sur les marchés de stock. Et donc là, on a toutes les chances, on peut penser que la demande va fortement baisser pour plein de raisons, hein. La première raison, c'est qu'il va y avoir des tas de pans de la population qui vont se retrouver avec de fortes baisses de revenus, chômage, etc. Donc des projets d'achat qui ne vont pas se faire. Certaines personnes vont probablement vouloir vendre des biens immobiliers pour faire face à certaines contraintes qu'ils ont liées à une perte d'emploi, une perte d'activité pour une entreprise, etc. Et puis, comme ce choc se produit sur des bilans à la fois des entreprises et des ménages qui sont très chargés en dette, dans ces périodes-là, la volonté, c'est de se désendetter. Et donc, se désendetter, ça veut dire que on alloue une plus grande partie de nos revenus à la baisse de la dette plutôt qu'à se réendetter pour acheter l'immobilier. Donc, ça veut dire que vraiment tout converge vers le fait que face à un stock d'actifs immobiliers qui est quasi fixe, on va avoir une demande qui baisse beaucoup. Or, sur les marchés de stock, c'est la demande qui fait le prix. C'est pour ça que ce sont des marchés qui sont très, très fluctuants, très procycliques, et que le marché de l'immobilier fonctionne comme le marché boursier de ce point de vue. Alors, autant l'or peut être une valeur refuge, mais parce que, notamment, le montant unitaire d'or que tu peux acheter, je veux dire, je sais pas combien vaut un lingot, mais enfin, en tout cas, un lingot, ça vaut pas un appartement, quoi. Tu vois? Donc, si tu veux, c'est un secteur différencié, c'est-à-dire que dans les grandes métropoles, à ce moment-là, tu as une valeur refuge parce que tu as l'immobilier parisien, unité, et donc à ce moment-là, il reste valeur refuge. Et en revanche, le reste de l'immobilier, donc tu penses pas qu'il peut y avoir une différence? Bien sûr. Je pense quand même que le prix de l'immobilier parisien va probablement également baisser, hein, mais peut-être moins, bien sûr. C'est toujours très différencié selon les régions, bien sûr. J'avais peut-être deux éléments à rajouter, Laurence, par rapport à ce qu'on disait sur ce que tu disais sur la fuite vers le cash. En fait, il y a des propositions qui sont faites aujourd'hui pour justement supprimer le cash. Le problème quand on met des taux négatifs, c'est que les gens donc du coup préfèrent avoir de l'argent en liquide plutôt que sur leur compte en banque, puisque sinon leur compte en banque diminue. Et donc une solution, c'est de supprimer tout simplement le cash et donc d'avoir plus que des comptes en banque. On pourrait avoir du coup des taux négatifs. Donc votre compte en banque il diminue en fait dans le temps, donc ça vous pousse à consommer le plus rapidement possible. Donc ça c'est les travaux un peu de Rogoff qui parlent pas mal de ça. Et le deuxième point c'est sur la question entre la déflation et l'inflation. Généralement l'inflation est pire que la déflation, alors que certes l'inflation du début des années 20 a été cruelle, mais les travaux d'historiens ont tendance à montrer que la déflation est plus responsable, et le chômage beaucoup plus responsable de l'arrivée au pouvoir d'Hitler que l'inflation. Et juste une dernière chose sur ce que vient de dire Baptiste sur en fait les monnaies centrales digitales, hein, le fait de supprimer le cash, c'est le projet notamment de monnaie centrale digitale. Donc c'est amusant de remarquer que à la fois c'est ce qui permet le drone monétaire, la monnaie centrale digitale détenue par les et également qui permet d'avoir des taux négatifs, y compris sur la monnaie centrale. Donc c'est une solution aux deux. Alors ça pose des problèmes énormes de privacy. Hein. C'est-à-dire que si on n'avait plus de cash, ça veut dire qu'on n'a plus d'anonymat sur ce qu'on achète. On a de la TVA. Public, ouais. Il y a oubliez ma dernière question parce qu'il y avait une question, parce que d'abord il va falloir qu'on arrête. Il y avait une toute dernière question de François Timel, mais qui n'a pas de micro et donc qui se demandait comment s'était passée l'annulation de la dette allemande au lendemain de la guerre. Est-ce que vous savez ça? Mais très rapidement parce qu'il va falloir qu'on conclue. Non, je sais qu'il y a eu une annulation. Non, je sais les conditions, je ne sais pas. Sincèrement, je me lancerai pas sur comment que ça se fait qu'on voit Rogoff là. J'en ai parlé certainement. Je suis pour qu'il apparaisse. C'est inquiétant. Non, mais c'est un de nos camarades qui est derrière et qui, de la même manière qu'il a fait de la pub pour
suivre. Ok. C'est pour simplifier la recherche des auditeurs. Merci Lourdes, c'est qui. Oui, non, concrètement, je sais pas. Je pense pas que c'était des annulations par des banques centrales, mais je ne sais pas comment ça s'est fait l'annulation de la dette allemande. C'est 53, c'est ça? Vous parlez de l'annulation de la dette en 53, c'est ça? Je ne sais pas parce que. Non, mais ça, je pense que ça serait très intéressant d'avoir que vous auditionniez quelqu'un sur la manière dont les choses sont faites. Ouais. Ça, mais on aura Pierre Cyril au cœur, et donc je pense que Pierre Cyril pourra vous dire là-dessus. Tout à fait. Ouais. Ok, est-ce que Olivier, Boris, vous voulez Non, simplement pour dire que c'était top. Ouais, c'est vrai. Vraiment remercier, c'était super. Merci. C'était super. Oui, vraiment moi intéressant. aussi, merci, c'est très éclairant. Rien. Okay. Merci à vous.